Tout le monde le prenait pour un clochard sans avenir, mais il se révèle être le plus puissant des samouraïs légendaires après avoir sauvé une jeune fille. L'histoire commence avec un samouraï d'apparence ordinaire qui déambule dans une ruelle sombre quand soudain une jeune fille nommée Kaoru l'intercepte. Elle est persuadée qu'il est Battosai, un assassin impitoyable, car personne d'autre n'ose se promener avec une épée depuis qu'elles sont interdites au Japon. Elle jure de mettre fin à la folie meurtrière de Battosai, car il prétendait utiliser le style d'épée créé par son père pour salir son héritage. Cependant, quand elle le charge, il tente d'esquiver et trébuche, ce qui fait réaliser à Kaoru qu'il n'est peut-être pas le tueur dont on parle tant. À ce moment-là, l'homme se présente comme Kenshin, un samouraï errant sans but ni attache. Elle pointe son épée, lui demandant pourquoi il la possède, et il lui répond simplement que c'est une fausse lame incapable de tuer qu'il porte juste pour effrayer les voleurs. Leur brève rencontre est interrompue par de bruyants sifflets de police. Kaoru se précipite pour voir ce qui se passe et découvre un énorme bandit masqué en train de massacrer les officiers. Kaoru affronte l'homme mais est blessé, et alors qu'il s'apprête à l'achever, Kenshin arrive pour la tirer de là. Avec l'arrivée de renforts policiers, l'énorme bandit bat en retraite, mais pas avant de clamer qu'il est Imura Battosai. Kaoru tente de le poursuivre, mais Kenshin l'en empêche, lui expliquant qu'elle risquerait de se blesser et que toute résistance serait vaine. Elle le ramène au dojo familial, où elle vit seule avec un vieux serviteur nommé Kanryu, qui pense rapidement ses blessures. Elle explique à Kenshin que son père a créé un style d'épée unique, enseigné dans ce dojo, mais que Battosai, le bandit, utilise ce nom pour commettre des meurtres, faisant fuir tous ses élèves. C'est pourquoi elle veut l'arrêter à tout prix. Kenshin lui dit qu'elle n'a aucune chance en duel contre ce monstre d'homme et lui suggère d'abandonner cette idée si elle tient à sa vie avant de partir. Kanryu, lui, semble se méfier du samouraï solitaire et conseille à Kaoru de ne pas révéler les secrets du dojo de peur que quelqu'un n'en profite. Quelques jours plus tard, alors qu'elle fait des emplettes en ville avec Kanryu, elle aperçoit soudain Kenshin à terre, deux policiers tentant de l'arrêter pour port d'épée. Elle essaie de raisonner l'officier, en vain, forçant Kanryu à soudoyer les agents pour libérer l'homme. Kenshin la remercie et lui demande si elle a de nouvelles pistes sur le tueur. Elle lui répond qu'elle a été informée d'un dojo à quelques kilomètres où le tueur pourrait se cacher avec sa bande. Kenshin regarde Kanryu puis demande à Kaoru comment elle le connaît. Elle révèle l'avoir trouvé blessé sur la route et avoir décidé de l'adopter comme un chiot perdu. Depuis ce jour, il reste avec elle comme son assistant et conseiller, mais dernièrement, il lui a suggéré de vendre le dojo. Kaoru demande alors à Kenshin de passer la nuit chez elle, mais il n'est pas du genre à se laisser faire et répond qu'il a des choses importantes à régler. Cette nuit-là, il se rend au dojo, où Kaoru pense que se trouve le tueur et frappe à la porte. Un samouraï ivre lui ouvre, l'homme demande à Kenshin ce qu'il veut à la fin et sans hésiter, Kenshin révèle qu'il est là pour le tueur. L'homme à la porte est choqué mais appelle aussitôt ses acolytes qui encerclent Kenshin de toutes parts. Il les bat tous mais réalise que le gigantesque épéiste n'est pas là, il est déjà parti attaquer Kaoru. Dans son dojo, Kaoru boit du thé offert par Kanryu qui se révèle être un fieffé malfrat ayant drogué sa boisson et elle commence à perdre connaissance. Sans perdre une seconde, Kanryu la pousse à vendre le dojo, affirmant que les papiers sont prêts et qu'elle n'a qu'à signer. Elle refuse, mais à cet instant, la porte du dojo s'ouvre en grand et le samouraï géant entre avec plusieurs de ses sbires, retirant son masque pour révéler qu'il est le jeune frère de Kanryu. Kaoru réalise alors qu'elle a été trompée par Kanryu depuis son arrivée. Il tentait de ternir la réputation de son dojo, espérant faire fuir tous les élèves pour ensuite acheter l'endroit de force. L'énorme brute s'approche de Kaoru et la maîtrise sans effort, tandis que Kanryu lui tranche le doigt pour obtenir une goutte de sang et apposer son empreinte sur les documents. Alors que tout semblait perdu, Kenshin arrive au dojo après avoir neutralisé tous les bandits dans leur repère. Enragée, la brute ordonne à ses hommes d'attaquer, mais Kenshin les défait avec une vitesse fulgurante. Le grand bandit est terrifié par sa vitesse, et Kenshin révèle que Battosai n'utilise pas le style créé par le père de Kaoru, mais un ancien style d'épée perdu depuis des siècles. La brute ne comprend pas ce que cette dernière phrase implique, alors il défie Kenshin en duel qui le bat facilement d'un seul coup. Après cela, il se tourne vers Kanryu pour s'occuper de lui, mais celui-ci a déjà fait dans son pantalon de peur et perd connaissance. Kenshin déchire le contrat et après avoir vu ses compétences épiques, Kaoru réalise qu'il est le vrai Battosai, mais il ne souhaite pas en parler et lui fait simplement ses adieux. Cependant, avant qu'il ne puisse franchir la porte, Kaoru lui demande de rester et de l'aider à redonner à son style d'épée sa gloire d'antan. Il la déconseille, lui rappelant à quel point il serait dangereux pour le vrai Battosai de traîner dans les parages. Mais malgré ses tentatives de la dissuader, elle insiste sur le fait qu'elle se fiche du passé des gens. Désespérée de le faire rester, elle lui demande de demeurer le samouraï errant, mais quand tous ses efforts semblent vains, elle lui demande au moins de lui dire son vrai nom avant de partir.
Il révèle que son nom est Kenshin Imura, avant d'admettre qu'il est un peu fatigué de voyager et accepte de rester ici pour le moment. Kaoru est ravie, mais sa joie se transforme soudain en suspicion lorsqu'elle se souvient que le légendaire Batosai a combattu durant la guerre il y a 10 ans. Elle demande donc à Kenshin son âge réel, persuadée qu'il ne peut pas avoir plus de 30 ans avec un tel visage, mais il est pris au dépourvu par son interrogation et ne peut donner de réponse. Quelques semaines plus tard, aucun élève n'est revenu au dojo de Kaoru, même après que leur réputation ait été rétablie. Elle est frustrée par cette situation, mais alors que Kenshin lui dit que les bonnes choses prennent du temps, elle revient à la question de son âge. Elle affirme qu'il n'a pas l'air assez vieux pour être un samouraï légendaire, non pas qu'elle veuille tellement réduire l'écart d'âge entre eux qu'elle ne puisse pas sortir avec lui, bien sûr. Plus tard, ils se rendent dans un dojo voisin pour que Kaoru puisse s'entraîner, quand un pickpocket tente de voler la bourse de Kenshin. Kaoru attrape le garçon et récupère la bourse, et le garçon la maudit, la traitant de vieille bique. Alors qu'elle se dispute avec le garçon, Kenshin lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'énerver autant, et tend un portefeuille au garçon, lui demandant de ne pas se faire prendre la prochaine fois. Kenshin s'éloigne, mais le garçon furieux lui jette le portefeuille, déclarant qu'il est Yahiko Myojin, un descendant de samouraï de Tokyo, et qu'il n'est pas tombé si bas pour accepter la charité. Il s'enfuit et Kenshin est impressionné par son caractère, affirmant que le garçon est déjà un homme dans l'âme. Après cela, Kenshin et Kaoru explorent le marché. Elle se demande pourquoi le plus puissant impérialiste se contente d'être un épéiste errant, alors qu'il pourrait occuper un poste gouvernemental important, mais elle ne lui demande rien. Bref, elle l'envoie faire des courses, et en chemin vers le dojo voisin, celui de son ami, elle apprend presque aussitôt par des gens excités que la police a arrêté un homme portant une épée et réalise que Kenshin est en danger. Kenshin est encerclé par des flics qui veulent l'arrêter, et il décide de se rendre calmement pour éviter tout problème. C'est alors qu'une police raciste, armée d'épées, arrive et bouscule tout le monde. Leur chef, Yujiki, déclare qu'il va prendre les choses en main et neutraliser le criminel et frappe le policier qui lui dit que le criminel veut se rendre. Ce sale type pointe alors son épée sur Kenshin, lui demandant de tirer la sienne, mais Kenshin répond qu'il ne manie pas son épée inutilement. C'est alors que Kaoru arrive, inquiète pour Kenshin, et Yujiki y voit une opportunité. Il ordonne à ses hommes de la prendre en otage, menaçant de déchirer ses vêtements si Kenshin ne tire pas son épée. Les gens scandent des slogans contre la brutalité de cette police armée, mais quand Yujiki dit à ses hommes de les arrêter et de tuer ceux qui résistent, ils s'enfuient comme des lâches. Kenshin en a assez et il tire son épée, disant à Yujiki qu'il ne le laissera pas faire de mal à Kaoru ni à personne ici. C'était exactement ce que ce salaud voulait, et il déclare qu'il va tuer Kenshin au nom de la légitime défense. Cependant, Kenshin neutralise les policiers avec aisance, même lorsqu'ils l'attaquent de toutes parts. Alors que Yujiki se retrouve seul face à lui, le capitaine de police arrive avec un invité de marque qui reconnaît immédiatement Kenshin comme le samouraï légendaire. Yujiki attaque Kenshin qui esquive son assaut avec une vitesse éclair et le met à terre. Il devient un héros local qui a tenu tête au tyran, mais l'homme digne l'appelle alors Batosai. Kenshin reconnaît l'homme. C'est Yamagata, un vieil ami qui a combattu à ses côtés lors de la révolution contre les shoguns. Yamagata déclare qu'il est désormais général et souhaite que Kenshin le rejoigne en tant qu'officier de haut rang. Kenshin refuse poliment son offre, affirmant qu'il n'a plus l'intention de vivre comme un tueur d'hommes. Yamagata dit à Kenshin que quoi que les gens pensent d'avant de lui, il a toujours été un homme honorable et que la révolution pour renverser les shoguns tyranniques n'a été possible que grâce à lui. Il promet de s'occuper de ceux qui ont osé manquer de respect aux plus puissants impérialistes, mais Kenshin ne veut pas de cela et lui dit qu'il n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Il s'éloigne, déclarant qu'il vit une nouvelle vie, mais Yamagata lui rappelle que l'ère des samouraïs est révolue et qu'il ne peut plus rien faire seul. Kenshin pose sa main sur l'épaule de Kaoru en répondant qu'il peut toujours protéger ceux qui lui sont chers, laissant le général sans voix. En rentrant chez eux, Kaoru réalise enfin que Kenshin est devenu un épéiste errant, afin de laisser derrière lui sa vie de violence et d'utiliser son épée pour protéger les gens. Pendant ce temps, Yahiko, le pickpocket qui avait vu Kenshin en action plus tôt, fut tellement ému par sa bravoure et son caractère qu'il confronta les gangsters avec lesquels il travaillait, leur disant clairement qu'il ne ferait plus leur sale coup. Cela lui vaut une bonne raclée de la part du gangster qui déclare qu'il va faire de lui un exemple. Heureusement, Kaoru rentrait de son entraînement au même moment et a remarqué que le garçon était emmené de force. Les gangsters emmènent Yahiko dans leur repère et le battent devant leur chef, mais il refuse toujours de travailler pour eux. Le chef dit au garçon qu'il n'est pas un samouraï, peu importe combien de fois il le prétend, et qu'il ne peut pas survivre avec sa seule fierté. Yahiko répond en crachant par terre, ce qui rend tous les gangsters furieux. Ils le lynchent en lui disant que son père était un rebelle inutile et que sa mère a vendu son corps et est morte de MST. Yahiko ne laisse pas passer cette remarque et mord les parties intimes de l'homme qui dénigre ses parents. Il déclare que ses deux parents étaient des personnes de grand caractère et d'honneur et que personne ici ne les comprendrait avec leur cerveau de moineau.
Le gangster en colère est sur le point de le taillader quand soudain la porte s'ouvre en grand et Kenshin fait son entrée. Il dit simplement au chef de lâcher le gamin et quand le type enragé l'interrompt, il l'envoie valser à travers le toit d'un seul coup rapide. Kenshin se tourne vers le chef, disant que tous ses gardes ont été vaincus et que s'il ne coopère pas, il les rejoindra. Le vieil homme est terrifié par son aura et accepte de le laisser prendre le garçon. Kenshin tend alors la main à Yahiko qui la repousse et dit qu'il n'a besoin de l'aide de personne pour mener ses batailles. Kenshin s'excuse de l'avoir sous-estimé une fois de plus, mais le prend ensuite dans ses bras et s'enfuit, disant qu'il doit d'abord faire soigner ses blessures. Alors qu'il est porté, Yahiko pleure et exprime sa frustration d'être faible, disant qu'il veut être assez fort pour défendre l'honneur de ses parents. Quand Kenshin arrive au dojo de Kaoru, il lui présente le garçon et lui dit de le prendre comme élève. Aucun des deux n'est ravi. Yahiko traite Kaoru de boomer, tandis qu'elle le traite de gamin scotché à sa tablette. Malgré tout, elle a besoin d'un élève et il a besoin d'un maître, alors ils s'acceptent mutuellement. Yahiko ne cesse de lancer des piques à Kaoru, même après avoir rejoint le dojo et refuse de l'accepter comme son maître. Au lieu de cela, il demande à Kenshin de l'enseigner parce qu'il est le plus fort du coin, mais Kenshin n'a aucune intention de transmettre son style d'épée mortelle. Yahiko joue à cache-cache avec Kaoru et l'insulte, disant qu'elle est une professeure inutile car sinon ses élèves seraient revenus. Il s'attendait à ce qu'elle riposte, mais la voyant triste, il n'a plus rien à dire non plus. C'est alors que deux anciens élèves de Kaoru arrivent au dojo, gravement blessés et poursuivis par deux assaillants armés. Kaoru sauve ses élèves en assommant les agresseurs, puis apprend qu'ils ont tenu tête à une bande d'ivrognes qui harcelaient saoulés des gens et que ceux-ci sont revenus avec des amis pour les attaquer. Avant qu'ils n'aient le temps d'expliquer, d'autres assaillants arrivent et Kaoru dit à tout le monde de se cacher dans le dojo. Cependant, la drag queen qui mène les assaillants déclare qu'ils vont montrer la véritable puissance de leur gang. À l'intérieur, Kaoru est inquiète car Kenshin est parti faire des courses et ils sont seuls maintenant. Yahiko lui dit qu'elle n'a pas besoin de couvrir ces gens car ils ne disent pas la vérité. Il sent l'alcool sur eux et parie que ce sont eux les ivrognes qui harcelaient pendant les gens. Alors que les deux garçons détournent de leur regard, Kaoru est choqué de réaliser que Yahiko a raison. Cependant, il y a d'autres raisons d'être choqué car le mur de son dojo est soufflé. Les gangsters à l'extérieur utilisent leur canon en bois, une version plus primitive du canon de verre, pour détruire le mur et leur chef menace de tuer ceux qui ont attaqué ces hommes. Yahiko se moque des deux hommes plus qu'Eminem ne s'est moqué de MGK et dit que ce sont des lâches sans colonne vertébrale qui se sont enfuis pendant l'incident du tueur en série et sont maintenant revenus ici pour chercher refuge après avoir commis des crimes. C'est alors que la drag queen entre pour se venger et si Yahiko est plus qu'heureux de les laisser prendre leurs criminels, Kaoru, elle, ne l'est pas. Elle s'avance et prend la responsabilité de la conduite de ses anciens élèves et demande aux gangsters de la punir mais de pardonner à ses trois étudiants. La drag queen est sur le point d'être remise dans le droit chemin par ses charmes quand Yahiko lui assène un dropkick en pleine figure. Il s'en prend à Kaoru disant qu'il n'a pas besoin de sa protection et qu'elle n'a pas apporté tous les fardeaux seule. La drag queen est maintenant furieuse et ordonne à ses hommes de massacrer tout le monde. Cependant, Kenshin revient à cet instant et demande ce qui se passe. Les gangsters connaissent d'Amo déjà ses exploits de l'autre jour, mais la drag queen leur ordonne de le faire exploser avec le canon en bois. Kenshin ne bronche même pas, utilisant le côté tranchant de son épée pour couper le boulet en deux. Il intime aux gangsters de déguerpir et il s'enfuit aussitôt, terrifié par sa puissance. Kenshin dit ensuite aux deux minables de ne jamais revenir ici ni d'associer leur nom à ce dojo. Plus tard, Kaoru est toujours triste à cause de l'incident précédent et elle ne se sent pas mieux quand Kenshin essaie de la réconforter. Cependant, Yahiko lui dit d'arrêter de penser aux mauviettes car elle a maintenant un vrai homme à enseigner. Il déclare qu'il se contentera de la prendre comme maître pour l'instant et lui demande de l'aider à réparer le dojo. Bientôt, Yahiko commence à s'entraîner sérieusement mais il est distrait de son rythme de balancement par le bruit de Kenshin qui coupe du bois. Alors qu'il lui fait la leçon pour qu'il travaille ailleurs, Kaoru arrive avec de bonnes nouvelles. Elle montre à Kenshin et Yahiko une peinture à l'encre réalisée par son grand-père, un artiste très-célèbre, et elle compte la vendre pour gagner assez d'argent afin de les faire vivre pendant une décennie. Kaoru veut célébrer le fait de profiter de la richesse générationnelle et emmène les garçons dans un restaurant de fondue. Alors qu'il s'installe, il trouve trois hommes ivres qui font du grabuge en discutant de démocratie. L'un d'eux lance une bouteille sur son ami et le manque frappant la tête de Kenshin à la place. Yahiko est furieux pour lui et dit aux ivrognes de s'excuser, mais ils sont trop ivres pour entendre ses paroles. L'hôtesse vient les calmer, mais ils la frappent et un homme costaud nommé Sanosuke Sagara la retient doucement. Il interpelle les trois ivrognes, les traitant d'hypocrites qui discutent de démocratie et brutalisent les faibles, et affirme qu'il aime remettre les brutes à leur place. Sa provocation fonctionne et les trois hommes l'appellent dehors pour se battre. Kenshin et son équipe sortent aussi pour assister au spectacle. Sanosuke demande aux ivrognes de l'attaquer en premier, et l'un d'eux utilise une pointe cachée pour le frapper à la tête. Cependant, son attaque fut aussi inutile que Sakura, et même s'il espérait percer la tête de l'homme, sa main fut transpercée à la place.
Sanosuke déclare qu'il peut vaincre des gens comme lui d'un seul doigt, et il tient parole en l'envoyant valser d'une simple pichenette sur le front. Un autre ivrogne tire son épée, mais Kenshin l'intimide, disant qu'il ne laissera pas les choses dégénérer au-delà d'une simple bagarre d'ivrogne. L'homme terrifié s'en va, puis Sanosuke demande à Kenshin si sa tête va bien maintenant. Il sait que Kenshin a vu l'attaque venir, mais ne l'a pas esquivée exprès, car elle aurait alors frappé Kaoru. Kenshin prétend qu'il le surestime, mais Sanosuke répond qu'il aime son attitude et le défie en duel. Kenshin refuse et l'homme s'en va, affichant fièrement les lettres bad écrites au dos de sa chemise. Kenshin et ses amis discutent pour savoir s'il est un gentil ou un méchant quand l'hôtesse arrive et se plaint qu'il n'a pas payé ses consommations. La vérité est que Sanosuke était en fait un mercenaire et il a été engagé par Kanryu, le serviteur qui a trahi Kaoru, pour tuer Kenshin. Sanosuke n'aime pas le paiement qu'il propose, mais quand Kanryu révèle que Kenshin est en fait Batosai, il est excité à l'idée de livrer un bon combat contre lui. Il prend son temps pour enquêter sur le passé de Kenshin, puis va l'affronter de front. Kenshin sent son aura de combat avant même que Sanosuke n'entre par les portes du dojo. Il va à sa rencontre et refuse de se battre en duel, mais Sanosuke déclare qu'il est là en mission pour abattre le légendaire Batosai. Il révèle le passé caché de Kenshin, disant qu'il a travaillé pour l'armée impérialiste de 14 à 19 ans et a servi comme assassin ainsi que comme épéiste commando, bien que seul le second rôle lui ait valu sa renommée d'épéiste légendaire. Il déclare ensuite que tous les impérialistes sont des hypocrites qui ne prêchent que la justice tout en se remplissant les poches. C'est pourquoi il compte battre Kenshin, le plus puissant impérialiste, dans un combat loyal. Pendant ce temps, les deux frères comploteurs attendent devant le dojo. Kanryu est certain que Sanosuke perdra face à Kenshin, mais il compte sur lui pour affaiblir suffisamment les épéistes afin de pouvoir l'achever avec son revolver. Cependant, Kenshin sent déjà leur aura malveillante et les appelle dehors. Alors que les frères tremblent et s'unent, Sanosuke leur dit aussi de sortir et une fois qu'ils sont devant lui, il confisque le pistolet de Kanryu et l'écrase, déclarant qu'il ne laissera aucun minable interférer dans son combat. Après cela, Sanosuke se tourne vers Kenshin et dit qu'il devrait se déplacer dans un endroit plus vaste pour qu'il puisse manier son arme correctement. Ils se rendent au bord de la rivière où il révèle une épée gigantesque qui est tout de même quelques centimètres plus courte que la mienne, faut le dire. Sanosuke affirme qu'il peut tout écraser avec son épée et se précipite sur Kenshin, lui assénant un coup puissant. Kenshin esquive l'attaque, passe derrière Sano et l'envoie valser d'un coup. Pas de quoi l'assommer, Sano déclare que sa vraie force, c'est d'encaisser les coups dévastateurs sans broncher. Il dit que ce n'est pas le plus dur qui gagne, mais celui qui ne tombe pas. Kenshin lui dit de garder ce discours pour après sa victoire. Sano annonce le round 2 et fonce sur lui avec son épée géante. Kenshin esquive son coup, puis se perche sur l'épée pour le déséquilibrer. Il se baisse et lance une rafale d'attaque sur Sano, pensant que même lui ne peut encaisser autant de coups. Sano est assommé, réalisant que Kenshin n'est pas juste d'un autre niveau, il est d'une autre galaxie. Alors que Sano perd connaissance, il se remémore les événements qui ont forgé sa vie. 10 ans plus tôt, il voyageait avec l'armée Sekio, une escouade juste de l'armée révolutionnaire impérialiste qui parcourait le Japon, ralliant les gens à sa cause en promettant de meilleures politiques une fois au pouvoir. Leur chef, Sagura, était l'homme le plus honorable et gentil, luttant pour l'égalité. Sano admirait le capitaine et rêvait de porter son nom dans un monde où même les roturiers auraient un nom de famille. Cependant, un jour, ils apprirent que la faction impérialiste avait renié ses meilleures politiques, et pour éviter le contre-coup, elle déclara que l'armée Sekio était fausse et répandait des mensonges. Sagura décida de se replier à leur quartier général pour élaborer une stratégie, laissant Sano et un autre garçon de son âge derrière. Bientôt, Sano apprit une terrible nouvelle. Son capitaine avait été exécuté par les impérialistes pour éviter le contre-coup de la politique. Ce jour-là, Sano réalisa que les impérialistes étaient des hypocrites qui avaient utilisé et trompé sa figure paternelle. Il jura de se venger d'eux et cette pensée ranime son esprit alors qu'il se lève pour combattre Kenshin une fois de plus. Sano déclare qu'il ne peut pas perdre et qu'il vaincra tous les impérialistes pour l'honneur de l'armée Sekio. Kenshin est surpris d'entendre ce nom et baisse sa garde, permettant à Sano de le frapper. Kayadra attendait cette chance et tire sur Kenshin, disant à Sano qu'il avait plus d'un pistolet. Cependant, même si Kenshin semblait avoir pris la balle, il l'a bloqué avec la garde de son épée. Kaoru est soulagé de voir son futur mari sain et sauf et tombe à genoux. Kai décide de l'utiliser contre Kenshin, pointe son arme sur elle, demandant à son frère de l'attraper, mais Sano lance son épée sur le géant, lui coupant le nez et lui disant de ne pas se mêler de son combat. Kenshin regarde Kahai qui sort une autre arme. Kenshin utilise son combo létal sur lui, avec assez de contrôle pour ne pas le tuer. Alors que Kahai se roule de douleur, Kenshin déclare que des hommes comme lui méritent d'avoir le mot mal gravé sur le dos, tout comme les impérialistes. Sano lui demande de revenir au combat et Kenshin tourne le tranchant de son épée contre lui. Sano fait tournoyer son épée géante pour y ajouter de la force centrifuge tandis que Kenshin prend sa posture.
Ils s'affrontent et l'épée de Kenshin tranche l'arme de Sano. Il saute et porte le coup de grâce à la tête de Sano, mais il tient toujours. Kenshin affirme que c'est l'homme le plus coriace qu'il ait affronté, mais déclare que le combat est terminé. Sano reste catégorique, il ne perdra pas face à un port impérial. Kenshin n'en a assez de ses jérémiades et le frappe, lui disant que l'armée Seikido ne lui aurait pas appris la vengeance, mais la révolution. Sano refuse d'entendre un ancien impérialiste, mais Kaoru et Yahiko soutiennent Kenshin, disant qu'il est bon et n'est plus impérialiste. Kenshin s'approche, lui disant que si la révolution a réussi et le gouvernement a changé, des gens sont encore piégés dans le malheur du passé et il veut leur apporter le bonheur. Il affirme que c'est sa façon d'expier ses crimes de Batosai, et Sano sent qu'il est comme son juste capitaine. Il tombe et accepte sa défaite. Le lendemain, Kenshin est déprimé par son passé et les mots de Sano, alors Kaoru l'emmène déjeuner. Mais en arrivant au restaurant, il retrouve Sano en train de se battre contre les 3 ivrognes. Il dit à Kenshin que sa personnalité ne changera pas si facilement et qu'il ne pardonnera jamais aux impérialistes, mais il a reconnu que Kenshin n'est plus le meurtrier de sang-froid qu'il était. Il restera pour le surveiller pour qu'il ne s'écarte plus de son chemin paisible. Kenshin pense que c'est un drôle de type. Bientôt, Sano devient un parasite au dojo de Kaoru et a l'audace de se plaindre de la nourriture gratuite. Kaoru est furieuse et lui jette peaux et poissons, mais Sano utilise Kenshin comme bouclier humain. Pendant qu'il s'amuse, le capitaine de police vient demander une faveur à Kenshin. Il lui dit que dernièrement, un tueur cible d'anciens impérialistes au gouvernement. Il envoie un message détaillant date et heure et les tue à l'heure exacte, peu importe leur sécurité. Le capitaine de police dit qu'un survivant a rapporté que son corps s'était arrêté de bouger devant le meurtrier et Kenshin a une idée du type d'arts martiaux qu'il utilisait. Il accepte la requête du capitaine qui l'emmène voir l'homme qu'il va protéger. Un homme petit, gros et laid, dont la seule grâce est son argent et sa position. Arrogant, il pense que ses gardes peuvent tout gérer, mais dès qu'il voit Kenshin, son ancien supérieur impérialiste, il devient immédiatement docile. Sano était là et il reconnaît tous les gardes engagés, les ayant déjà tous battus. Kenshin et Sano attendent le Chortian, le meurtrier, en jouant aux échecs japonais. Sano remarque que Kenshin semble connaître l'attaquant, puis ils entendent un cri « Le meurtrier est déjà là !» Tout le monde se met en garde, mais alors que l'horloge sonne 1 heure, un homme est coupé par derrière et l'assaillant fait son entrée par la fenêtre. Même Kenshin transpire en le voyant car il peut voir le mal dans ses yeux. Le gros homme dit à ses gardes d'attaquer l'assassin, promettant argent et poste. Mais ils obtiennent une mort instantanée pour s'être attaqués à plus fort qu'eux. Sano arrête tout le monde et leur dit de s'éloigner. Mais alors l'attaquant utilise son mouvement secret et paralyse tout le monde d'un seul regard. Sano peut encore bouger et lui demande quelle sorcellerie c'est, impressionnant l'homme par sa ténacité. Kenshin intervient après cela et l'attaque, mais il s'avère qu'ils étaient de force égale. Kenshin est blessé par l'attaque de l'assassin mais coupe son chapeau en 2. En échangeant des coups, Kenshin a réalisé sa véritable identité. Il avait entendu parler d'un maître épéiste nommé Jin, sans loyauté, qui rejoignait le camp lui permettant de tuer le plus. Jin utilise sa technique pétrifiante sur Kenshin qui, grâce à son esprit fort, se libère et défie Jin, certain de ne pas perdre. Mais Jin attaque le gros homme en premier. Sano se libère aussi de la paralysie avec son esprit et brise l'épée de Jin avant qu'il ne tue. Jin poignarde le bras de Sano avec son épée brisée et Kenshin en profite pour le blesser, brisant son sort sur tous. Jin bat en retraite, disant à Kenshin qu'il laissera le gros tranquille, qu'il sera sa prochaine cible. Il nargue Kenshin de se procurer une vraie épée pour le combattre la prochaine fois avant de filer. En rentrant, Kenshin explique à Sano que le sort de paralysie n'était pas de la magie ou une ruse, mais une application d'hypnose, d'une confiance écrasante et d'une aura d'épée qui pouvait figer les plus faibles. Sano pense que Jin a creusé sa propre tombe en défiant l'homme le plus fort du coin, mais Kenshin n'est pas si confiant car s'il n'a tué personne ces 10 dernières années, Jin, lui, s'entraîne beaucoup. Kenshin dit alors à Sano qu'il compte finir cette bataille seul et lui demande de veiller sur Kaoru et Yahiko. Sano retourne au dojo et réveille Kaoru, qui est inquiète après avoir appris tout ce qui s'est passé. Elle veut chercher Kenshin non par peur qu'il perde, mais parce qu'elle sent qu'il partira en voyage après ce combat. Sano essaie de l'arrêter, disant que sortir était un suicide, mais elle répond que c'est mieux que d'être seule après son départ, et elle s'enfuit en pleurant. Kenshin attend Jin près de la rivière quand il remarque une aura effrayante, mais il est stupéfait quand il apprend qu'elle vient de Kaoru. Elle révèle que Sano lui a tout dit et elle veut rester à ses côtés.
Kenshin répond qu'il ne peut pas se battre en la protégeant et lui demande de rentrer. Kaoru accepte mais lui donne son ruban préféré comme porte-bonheur, lui demandant de le lui rendre après sa victoire pour qu'il ne parte pas en voyage. Kenshin promet de ne pas la quitter et elle est heureuse, mais soudain Jin l'enlève, souriant comme une menace. Kenshin ne peut réagir que comme moi en voyant ça, sa mâchoire tombe alors qu'il réalise ce qui vient de se passer. Il poursuit furieusement Jin qui lui demande d'être plus en colère puisque sa femme a été kidnappée. Il lance une lettre à Kenshin lui demandant de retrouver son vrai lui et de venir le combattre sérieusement. Kenshin lit la lettre et la déchire une fois sur place. Sur place, Kaoru nargue Jin disant qu'il est un lâche qui ne peut combattre Kenshin sans otage, mais il répond que c'est l'inverse. Il affirme qu'actuellement Kenshin n'est qu'un dixième de son ancien lui et il veut le mettre en colère pour faire ressortir ses vraies capacités. Il raconte à la jeune fille comment il a vu Kenshin pendant la guerre il y a 10 ans dans l'escouade d'élite Shinsengumi. Kenshin a tué 3 des plus forts samouraïs de l'escouade en un éclair et l'a laissé en vie pour implanter la peur chez les autres. Jin dit qu'il aurait été écrasé à l'époque, mais maintenant il est bien plus fort. Il affirme que ce sera un affrontement épique entre 2 tueurs, mais Kaoru croit que son Kenshin n'est plus un meurtrier. Juste à ce moment, l'horloge sonne midi et Kenshin arrive, l'air totalement différent. Il défie Jin qui s'exclame qu'il est ravi de voir le vrai Battosai. Ils se précipitent l'un sur l'autre avec rage et ils sont de force égale. Kenshin repousse Jin, contrant sa paralysie et suivant ses attaques, il trouve l'occasion d'intercepter son attaque et est sur le point de l'abattre, mais Jin utilise un mouvement caché pour attraper la lame derrière son dos et poignarde Kenshin avant de le repousser d'un coup de pied. Jin exprime sa déception que Kenshin ne soit toujours pas sérieux, alors il augmente les enjeux en utilisant le sort de paralysie sur Kaoru. Il la paralyse immédiatement, ses poumons cessent de fonctionner et elle commence à suffoquer. Jin dit à Kenshin qu'il reste 2 minutes à sa fille avant qu'elle ne meure d'une mort horrible par suffocation, mais qu'il peut la sauver en tuant le lanceur. Kenshin est furieux et se déplace plus vite que Jin, lui cassant le nez. Jin apprécie de revoir ce côté de Kenshin qui affirme qu'il va le tuer. Jin attaque Kenshin mais recule en plein vol, intimidé par son intention meurtrière. Kenshin lui dit de libérer Kaoru s'il a peur, mais Jin affirme que c'est hors de son contrôle maintenant. Kaoru peut se libérer par sa volonté ou Kenshin en le tuant, mais Jin affirme que ni l'un ni l'autre n'est possible. Il regarde son reflet dans l'épée et s'hypnotise, manifestant son corps de rêve en disant qu'il est le plus fort. Après que Jin ait fini de se booster avec un simple discours devant le miroir, il démontre son pouvoir en transformant un rocher en caillou avec son épée. Il dit à Kenshin qu'il va utiliser cette technique déloyale, mais Kenshin s'en fiche car il a déjà dit qu'il allait tuer Jin et maintenant même Dieu ne peut lui sauver la vie. Kenshin prend sa posture et Jin est terrifié car il sait que c'est la posture du tirage d'épée à vitesse divine qui tue l'ennemi d'un seul coup rapide avant même qu'il ne puisse réagir. Cependant, il est toujours au milieu de ses affirmations et se convainc qu'il peut les esquiver. Il se précipite sur Kenshin pensant qu'une épée émoussée rendra son tirage plus lent et qu'il pourra esquiver son attaque ultime et le contrer. Kenshin attaque Jin dès qu'il est à portée, mais Jin l'esquive de justesse et contre-attaque. Kenshin utilise le tirage rapide avec son fourreau et brise le bras de Jin au coude. Jin tombe et Kenshin lui dit de se préparer à mourir en tournant le tranchant de son épée vers lui, affirmant qu'il n'a pas d'autre choix que de redevenir un meurtrier pour sauver Kaoru. Kaoru s'inquiétait pour lui et ne voulait pas que le gentil Kenshin tue à nouveau. Elle se débat et crie son nom, se libérant du sort de paralysie avec la puissance de l'amour. Kenshin s'arrête dès qu'il l'entend et se précipite à ses côtés, heureuse de l'avoir empêché de redevenir un tueur. Juste à ce moment, Jin apparaît derrière Kenshin, son épée pointée sur lui, et dit qu'il n'espérait pas que la femme puisse se libérer de sa paralysie. Kenshin lui dit que le combat est terminé et qu'il devrait attendre la police. Jin répond qu'il ne va pas se faire arrêter. Kenshin ramasse son épée pour l'attaquer, mais Jin se poignarde soudainement. Il dit à Kenshin choqué que c'est la conséquence de ses actions. Il travaillait pour le gouvernement impérialiste et tuait les gens qu'il ne voulait pas au pouvoir. Il dit à Kenshin que personne ne peut échapper au chemin de l'effusion de sang une fois qu'il l'a emprunté. Cependant, un tueur n'a pas le droit de choisir sa cible et il a commis l'erreur de défier Kenshin, ce qui a causé sa chute. Jin sourit à Kenshin disant qu'un meurtrier n'est qu'un meurtrier jusqu'à sa mort et affirme qu'il sera le même. Il dit qu'il le regardera depuis les portes de l'enfer et verra combien de temps il pourra faire semblant d'être un épéiste errant. Jin meurt et Kenshin décide de laisser le reste à la police en rentrant chez lui avec Kaoru. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie, mais il la remercie de l'avoir empêché de tuer Jin. Kenshin lui rend le ruban comme promis, mais il est taché de sang et Kaoru le poursuit furieusement. Ils retournent au dojo et Kenshin ne cesse de penser aux paroles de Jin.
Il veut leur dire de continuer à veiller sur lui depuis l'enfer. Même si sa vraie nature est celle d'un meurtrier, il jure de la retenir toute sa vie et d'être juste un épéiste errant qui ne tue personne. Leur vie de routine reprend et un jour, Kaoru apprend de Yahiko que Kenshin et Sano sont partis jouer. Sano a pratiquement forcé Kenshin à venir pour qu'il utilise ses compétences d'observation aiguisée pour prédire les résultats des dés, et Kenshin fait la bonne prédiction à chaque fois. Alors que Sano s'amuse à arnaquer ses amis, il apprend que l'un d'eux a fait une overdose de drogue. Il est furieux de toute cette affaire, mais soudain, une femme fuyant ses poursuivants entre en courant dans leur bâtiment. Elle voit Kenshin portant une épée et s'accroche immédiatement à lui, réalisant qu'il est la clé ici. Elle lui demande de la sauver de méchants hommes arrivés pour la prendre. Sano était déjà énervé à cause des drogues et il a frappé les deux hommes au visage, leur demandant de dégager. Les hommes le menacent, disant qu'ils viennent de l'armée privée du plus grand homme d'affaires de la région et qu'ils ne devraient pas se faire d'ennemis. Sano s'en fiche et lui écrase le visage, mais ses amis sont stupéfaits en apprenant que les hommes travaillent pour le magnate Kanryu, connu pour ses affaires louches et sa grande influence. Kenshin demande à la femme si elle est la petite amie de Kanryu, mais elle répond qu'elle n'a aucun lien avec lui. Juste à ce moment, une voix tremblante l'appelle Megumi et dit qu'il n'est pas bon de mentir. Tout le monde est choqué de voir que la voix venait d'un homme ressemblant à un gobelin qui s'était faufilé dans la pièce inaperçu. Megumi l'affronte, disant qu'elle n'est pas la femme de Kanryu et qu'elle échappera à son emprise, mais le gobelin rit, disant que ce n'est pas possible. Deux hommes l'affrontent, mais il leur tire des balles perforantes et les blesse. Ensuite, il est sur le point de tirer sur Megumi, mais Kenshin retourne le tapis pour se couvrir et bloque les balles avec son fourreau. Le gobelin est sur le point d'attaquer à nouveau, mais Kenshin et Sano l'assomment avant. Megumi est impressionnée par leur force, surtout celle de Kenshin, et elle leur demande de la protéger de Kanryu, promettant de les payer. Sano lui attrape furieusement la main, lui demandant d'expliquer, tout en détail car deux de ses amis ont été blessés à cause d'elle. Elle retire sa main brusquement et des paquets tombent de ses manches. Un homme les identifie comme les drogues qui gagnaient en popularité. Pendant ce temps, Kaoru se demande pourquoi Kenshin n'est pas encore rentré, et Yahiko dit qu'il pourrait être en train de gagner gros ou de tout perdre. Il suggère qu'il pourrait revenir en sous-vêtements après avoir perdu, et Kaoru rougit en l'imaginant. Juste à ce moment, elle entend la voix de Kenshin et court dehors pour le saluer, mais elle est stupéfaite en voyant une femme inconnue avec lui. Kenshin est sur le point d'expliquer la situation à Kaoru, mais Sano lui ferme la bouche et dit qu'ils ont gagné Megumi au jeu. Il demande à Kenshin de cacher la vérité car il ne veut pas que Yahiko et Kaoru soient impliqués dans l'affaire de la drogue et Kenshin n'a pas d'autre choix que d'accepter sa suggestion. Alors il appuie la déclaration de Sano. Cela lui vaut un coup de poing au visage car Kaoru dit qu'elle n'aurait cru qu'il tomberait si bas. Kaoru demande alors à Megumi de revenir, promettant de leur apprendre les bonnes manières, mais elle s'accroche à Kenshin disant qu'elle n'a aucune intention de le quitter. Yahiko louait Kenshin disant qu'il est son modèle d'une autre manière et il reçoit aussi une tape de Kaoru. Elle essaie de convaincre Megumi de partir mais celle-ci la taquine en disant qu'elle peut satisfaire Kenshin plus qu'elle et se fait expulser du dojo avec les deux hommes. Kenshin et Sano disent que Champomon disent que c'est la faute de Megumi et lui demandent d'expliquer ses liens avec la drogue, mais elle joue la carte de la femme et dit que c'est une information privée qu'elle ne partagera pas avec des hommes en qui elle n'a pas confiance. Juste à ce moment, l'un des amis de Sano arrive en courant et lui raconte un terrible accident. Les deux hommes qui poursuivaient Megumi ont été retrouvés morts au bord de la rivière. Megumi affirme qu'ils étaient inutiles, alors Kanryu les a éliminés. Kenshin regarde autour de lui et trouve le gobelin, un grand homme aux traits anguleux, qui dégage une forte aura, et un homme à tête de cheval. Megumi dit que l'homme à tête de cheval est Kanryu, et le grand est le chef récemment embauché de son deuxième groupe de garde. Elle dit que c'est un ninja de génie, Oishi, qui dirige l'infâme brigade ninja Oniwa Banshu. Kenshin réalise que les adversaires qu'ils affrontent sont dangereux et ils ne peuvent pas laisser Megumi seule se débrouiller, même si elle ne peut pas leur dire ses raisons. Plus tard dans la nuit, Kenshin recueille des informations sur l'armée ennemie et Megumi lui raconte sur les gardes de Kanryu, mais elle pense que même Kenshin ne pourra pas faire face au ninja Oniwa Banshu. Pendant qu'il parle, Kaoru espionne dehors et Sano lui dit que ce n'est pas une bonne habitude. Kaoru est troublé et dit que son futur mari pourrait être volé, mais Sano lui tapote la tête, disant que rien de tel n'arrivera. Il lui assure que Kenshin ne donne autant de temps à cette femme que parce qu'elle a besoin d'aide, et Kenshin est bien trop bon pour la refuser. Juste à ce moment, Kenshin sort et donne à Sano la liste des effectifs ennemis, disant que les ninjas ont sûrement déjà découvert le dojo et peuvent attaquer à tout moment. Il promet de protéger Kaoru, pas comme la dernière fois, et elle rougit avant d'exiger une explication en bonne et due forme une fois tout terminé. Soudain, Yahiko surgit de sous le plancher, déclarant qu'il s'était caché là après le dîner et qu'il avait tout entendu. Il râle d'être mis à l'écart de l'équipe Kenshin et affirme qu'il se battra à leur côté lui aussi. Tandis que Yahiko et Sano se chamaillent, Megumi se souvient qu'elle aussi avait des amis et une famille comme ça autrefois.
Juste à ce moment, une explosion secoue la porte du dojo et tout le monde se précipite dehors pour découvrir que le jeune frère de Card Titan a forcé la porte et exige que Kenshin lui rende Megumi. Sano décide d'affronter Card parce qu'il aime bien se mesurer à des hommes plus grands que lui, mais Kenshin le met en garde contre les ruses. Sano se jette sur l'homme, esquive sa première attaque, puis lui assène un coup puissant dans le ventre. Cependant, Card n'attendait que ça, et il inspire comme mon prof de yoga, expire et claque des dents pour cracher du feu. Sano est sous le feu mais l'esquive de justesse, et puis Kenshin décide d'intervenir pour s'occuper de Card Titan et de ses numéros de foire. Card lui crache du feu mais Kenshin le tranche, à la stupéfaction générale. Tandis que l'homme continue de l'attaquer avec son souffle de feu, Kenshin ne cesse de le trancher et Megumi tente de s'enfuir profitant de la confusion. Kaoru l'arrête, lui demandant de regarder Kenshin se battre car il ne fait ça que pour la protéger. Megumi répond qu'il ne peut pas gagner contre le géant cracheur de feu, mais Kaoru lui dit d'attendre et de voir. Card est vite à court de carburant et Kenshin est toujours intact, ce qui fait réaliser à Megumi qu'il n'est vraiment pas un épéiste ordinaire. L'homme boit de l'essence pour remplir un réservoir dans son estomac, et avant que Kenshin ne puisse l'arrêter, Sano s'avance et déclare qu'il peut finir le combat car il a compris son astuce maintenant. Card lance son souffle de feu à puissance maximale, croyant que personne ne peut l'esquiver, mais Sano se précipite dans les flammes. Il enfonce son poing dans la bouche de Card et en retire la poche de carburant de son ventre, lui disant qu'il ne peut plus gagner maintenant. Card renvoie les mots à Sano, affirmant qu'il ne peut pas gagner avec son bras blessé, mais Sano lui montre que ses jambes sont toujours en pleine forme et le met KO d'un coup de pied. Cependant, Gojin se cachait aussi derrière les buissons et il ne pouvait pas digérer un autre échec. Il est sur le point d'attaquer Megumi, mais Kenshin remarque d'abord sa soif de sang et alerte tout le monde. Il semble trop tard car Gojin lui tire la balle perforante, mais Yahiko arrive au dernier moment et la bloque avec son bras. Kaoru s'inquiétait pour lui et le réprimande pour son imprudence, mais Yahiko est déterminé à ne pas être exclu de la mission de l'équipe Kenshin pour protéger la femme. Juste après avoir dit cela, il s'effondre et Gojin rit, disant que le garçon ne tiendra pas une heure à cause du poison sur la balle. Kenshin est furieux et l'attaque, mais quelqu'un utilise les techniques de Naruto et remplace Gojin par un bloc de bois. Kenshin se retourne et voit un homme avec un masque de démon et des bras striés arriver de nulle part qui a sauvé Gojin de ses mains. Il sent que l'homme masqué est fort et il décide de le vaincre lui aussi. Cependant, l'homme masqué, Anya, déclare qu'il n'a aucune intention de tenter sa chance et se retirera avec ses amis blessés pour l'instant. Kenshin n'y voit aucun problème, mais il veut que Gojin soit laissé derrière pour créer l'antidote au poison de Yahiko. Anya dit qu'il n'a aucune obligation de le faire et Kenshin décide de le forcer à obéir. Il l'attaque, mais Anya bloque son épée avec son poing de fer et déséquilibre Kenshin avant de le repousser d'un coup de poing. Il ramasse ensuite ses amis et s'enfuit, disant à Kenshin qu'ils s'affronteront bientôt. Kenshin se rend immédiatement auprès de Yahiko, où les autres s'inquiètent de la façon de le sauver. Il suggère d'abord d'aspirer le poison, et Kaoru était sur le point de le faire quand Megumi l'arrête, qualifiant l'idée de complètement stupide. Elle dit à Kaoru que ce n'est pas un endroit pour les amateurs et lui demande de lui laisser le traitement. Elle examine les symptômes de Yahiko et décode le type de poison utilisé sur lui. Megumi demande ensuite à Kaoru d'appeler son médecin habituel avec des ingrédients spécifiques et le docteur parvient à soigner Yahiko avec la procédure qu'elle a suggérée. Le docteur déclare que Yahiko ira bien dans quelques jours, puis ajoute que la personne qui a écrit les ingrédients de cet antidote doit posséder une connaissance extraordinaire de la médecine japonaise et occidentale. Dès qu'il apprend que c'est une femme qui a fait cela, ses yeux s'écarquillent et il demande si la femme en question s'appelle Megumi. Kaoru et Sano sont étonnés et lui demandent comment il la connaît. Le docteur dit que Megumi appartient à l'une des familles médicales les plus éminentes du Japon. Son père était le joyau de leur famille et il a même étudié à l'étranger. Mais la guerre a éclaté et il a été rappelé au service. Il est mort à la guerre tandis que le reste de la famille a disparu, laissant la jeune Megumi toute seule. Elle est venue à Tokyo et est devenue assistante médicale après cela, mais le docteur est mort il y a 3 ans et elle a disparu depuis. Le vieux docteur veut rencontrer un génie comme elle, mais cela fait réaliser à Kaoru et Sano qu'ils n'ont pas vu Megumi depuis un bon moment. Megumi essayait de s'enfuir pendant que tout le monde était occupé, mais Kenshin l'a arrêtée et lui a demandé où elle allait. Elle essaie de tourner autour du pot, mais Kenshin lui demande de lui dire la vérité sur elle-même. Megumi lui raconte sa jeunesse, puis passe au docteur pour qui elle travaillait, qui s'est avéré travailler pour Kanryu. Il était le Walter White de Kanryu et créait des drogues pour lui, mais un jour, il a créé leur chef-d'œuvre qui a rapporté tellement de profit qu'une discorde a éclaté entre Kanryu et lui. Kanryu a tué le docteur et l'a kidnappé parce qu'elle était son assistante et savait comment fabriquer cette putain de drogue. Megumi pleure, disant qu'elle voulait seulement vivre assez longtemps pour retrouver sa famille. En travaillant dans le domaine médical, mais quand elle a appris qu'elle créait une drogue mortelle, elle a voulu mourir. Kenshin la console, disant qu'elle a assez souffert seule et qu'il la protégera maintenant. Il lui demande de rester ici, et même si Megumi est incertaine, Kaoru arrive et lui dit qu'elle devrait rester. Kaoru affirme qu'elle sait ce que c'est d'être seule, et c'est pourquoi elle ne peut pas la renvoyer, mais elle pose une condition.
Megumi ne doit pas essayer de faire des avances à son Kenshin. Bientôt, Megumi fait partie de leur vie et cuisine pour eux. Kenshin loue sa cuisine au détriment de celle de Kaoru et se prend un coup de poing, et Megumi en profite pour lui faire des avances à nouveau. Alors que Kaoru se dispute avec elle, Sano arrive. Malgré le passé tragique de Megumi, il n'a aucune sympathie pour une criminelle comme elle et la blâme toujours pour la mort de son ami. Il refuse de manger quoi que ce soit préparé par la cuisinière ivre, disant qu'il préférerait la cuisine de Kaoru à la sienne. Il blesse les sentiments des deux filles avec une seule déclaration, mais Kenshin demande à Megumi de ne pas trop se soucier des mots de Sano car pour l'instant il est confus, ne pouvant pas entièrement la blâmer pour le trafic de drogue. Plus tard ce jour-là, un vieux libraire arrive alors que Megumi fait la lessive et tandis qu'elle lui parle, il met un masque et révèle qu'il est Anya. Il fait taire Megumi, lui demandant de venir avec lui ou il empoisonnera le puits d'où tout le monde boit ici, et elle n'a d'autre choix que de le suivre. Elle rencontre Kanryu qui lui demande de revenir vers lui. Mais elle dit qu'elle préférerait mourir. Cependant, Kanryu menace de brûler le dojo de Kaoru et de tuer tout le monde si elle refuse de venir, et Megumi est horrifiée. Kanryu lui dit d'accepter son destin de fille de la drogue, car elle ne peut pas y échapper et elle ne peut que paniquer et pleurer tandis qu'il s'en va. La nuit, Kenshin et ses amis trouvent le message que Megumi a laissé, affirmant qu'elle retournait dans sa ville natale. Cependant, Kenshin sait qu'elle n'a plus personne là-bas maintenant et que les hommes de Kanryu l'ont eu. Il se prépare à la ramener et demande l'aide de Sano, mais celui-ci refuse d'aider la fille de la drogue. Kenshin lui dit de se ressaisir et d'être un homme, lui demandant s'il a déjà regardé dans les yeux tristes de Megumi qui aspirait à une famille et des amis. Il déclare qu'elle avait besoin d'être sauvée et c'est une raison suffisante pour qu'il risque sa vie pour elle. Kenshin part et Yahiko veut le rejoindre aussi, elle aussi. Kaoru l'arrête, affirmant qu'il ne sera qu'un boulet, mais Yahiko déclare qu'il doit sa vie à Megumi et fera tout en tant qu'homme pour rembourser cette dette. Kaoru ne peut plus l'empêcher d'y aller après ça et Sano est embarrassé que même Yahiko semble plus viril que lui à ce moment, alors il rejoint Kenshin disant qu'il ne réfléchira pas trop aux raisons et qu'il va juste aller semer la pagaille. Kenshin et ses amis font irruption par la porte principale, battant les gardes et défiant les soldats privés de Kanryu. Pendant ce temps, Megumi a atteint Kanryu qui la salue et lui dit de commencer à cuisiner immédiatement. Cependant, elle affirme qu'elle n'est pas là pour cuisiner pour lui, mais pour le tuer. Elle tire un poignard et frappe Kanryu qui est terrifié et recule. Mais alors que Megumi est sur le point de frapper son cœur, le poignard disparaît de sa main. Le ninja de Geni Aoshi l'a pris et avec sa garantie de sécurité, Kanryu évacue sa frustration en battant Megumi jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il demande ensuite à Aoshi d'appeler ses experts en torture pour lui extraire la recette, mais Aoshi demande à Kanryu d'ouvrir ses oreilles et d'écouter ce qui se passe dehors. Dehors, Kenshin élimine les sbires de Kanryu en combo pentakill et Sano fait aussi des ravages. Yahiko a du mal, mais même après que Sano l'ait sauvé, il agit toujours comme s'il était le second aux commandes ici. Une fois tous les épéistes à terre, les tireurs arrivent et Kenshin abat le premier groupe avant qu'ils ne puissent tirer. Leur chef est laissé seul et rassemble ses hommes pour tirer à nouveau sur Kenshin, mais Sano lui lance Yahiko et le met à terre. Quand l'homme se relève, il découvre que Yahiko lui a subtilisé son arme grâce aux compétences de son ancien travail. Yahiko pointe l'arme sur l'homme qui se fait pipi dessus et s'évanouit de peur. D'autres tireurs encerclent Yahiko, mais Kenshin et Sano le sauvent. Kanryu regarde incrédule alors que tous ses gardes sont mis KO et il se demande pourquoi Kenshin se donne tant de mal pour Megumi. Cependant, Aoshi sait que Kenshin est le légendaire Batosai et les gens comme lui n'ont pas besoin de raisons élaborées pour suivre leurs idéaux. Il veut affronter le légendaire épéiste au combat, son honneur de chef des ninjas Oniwa Banshu étant en jeu. Kenshin arrive devant la maison et demande à Kanryu, terrifié, de rendre Megumi immédiatement. Kanryu a la frousse de sa vie, mais il se met ensuite à rire en proposant d'embaucher Kenshin et de lui offrir un salaire égal à celui du PDG de Google. Kenshin lui demande simplement de rendre Megumi et Aoshi conseille à son patron de renoncer à acheter ses services. Kanryu abandonne mais demande à Kenshin une heure qu'il veut pour préparer son avenir avant de rendre Megumi. Kenshin remet son épée dans son fourreau et s'éloigne, donnant à Kanryu l'espoir qu'il pourra prendre son temps pour torturer Megumi et lui soutirer la recette. Cependant, il marche vers un lampadaire et le coupe, l'envoyant voler vers la fenêtre de Kanryu tandis qu'il exige furieusement qu'il rende la fille immédiatement. Kanryu est terrifié et dit à Aoshi de s'occuper de Kenshin et Aoshi affirme que ses ninjas ont déjà pris position. Kanryu s'en prend à lui, lui demandant de ne plus envoyer l'inutile Gojin et Card, sinon il ne le paiera pas. Cela ne plaît pas du tout à Aoshi, qui le saisit par le col et lui dit de ne pas insulter son Groot s'il veut être protégé par eux. Il emmène Megumi avec lui et l'enferme dans l'observatoire, où elle se réveille et trouve le maître ninja devant elle. Aoshi lui dit que Kenshin et le groupe sont là pour elle, et elle pleure, les traitant d'idiots désespérés et demandant pourquoi ils ont dû tout risquer alors qu'elle était prête à se sacrifier. Aoshi ne répond pas mais lui rend son poignard, disant que dans une heure, Kanryu commencera à la torturer et qu'elle peut choisir la voie facile. Il lui dit de ne pas avoir de grands espoirs pour Kenshin car il va le vaincre.
Mais il la remercie de lui avoir amené un ennemi si puissant et lui demande de bien utiliser le poignard. D'autre part, Kenshin entre dans le manoir et trouve Anya qui l'attend là. Il est surpris car il s'attendait à ce que le ninja masqué soit plus haut sur l'échelle de puissance, mais Anya dit que cela n'a pas d'importance car il devrait se battre de toute façon. Anya se précipite sur Kenshin et réussit à placer quelques coups de poing. Yahiko lui crie dessus comme un fan insupportable, lui demandant de lire ses attaques et de les esquiver. Et Kenshin déclare qu'il fait de son mieux pour lire les mouvements de Anya, mais ses bras semblent s'allonger au moment où il le frappe. Anya dit à Kenshin qu'il est déjà sous son emprise et qu'il n'y a aucun moyen de le vaincre sans la briser. Kenshin déclare qu'il brisera d'abord le sort et prend une posture étrange tenant l'épée droite vers son ennemi. Anya cite que la technique est comme un mur de fer qui offre une grande défense. Il nargue Kenshin pour qu'il crée une ouverture dans sa posture, mais Kenshin est devenu une statue et ne répond même pas. Anya finit par s'énerver et se précipite pour frapper Kenshin qui remarque son astuce au dernier moment et esquive son attaque avant de le frapper à la tête. Kenshin affirme que les rayures horizontales sur les bras de Anya les faisaient tout paraître un pouce plus court et il a utilisé cela pour fausser son sens de la distance. Il a utilisé son épée comme une toise pour mesurer la longueur de son bras et quand il l'a fait, il a été facile de le vaincre. Anya se relève et salue son analyse alors que son masque se brise et tout le monde réalise qu'il aurait mieux valu pour tous qu'il ne se soit pas brisé. Il ressemble à mon ex, sans maquillage, pas de peau, pas de lèvres et même pas de pommettes. Anya dit qu'il s'est fait ça à lui-même pour devenir un espion capable de prendre n'importe quel visage avec facilité. Il raconte son histoire, disant qu'il est né dans une terre de pauvreté où tuer et voler étaient monnaie courante, mais Aoshi l'a recueilli et lui a donné une raison de vivre. Anya déclare qu'il sacrifiera sa vie pour son patron alors qu'il sort ses griffes de Wolverine et attaque Kenshin. Kenshin esquive et bloque ses attaques avant qu'ils ne se précipitent l'un sur l'autre pour un affrontement final. Kenshin subit quelques blessures d'eau légères et une seconde plus tard, Anya s'évanouit alors que ses griffes se brisent. Pendant ce temps, Megumi est dans sa chambre se demandant si elle devrait vraiment mettre fin à ses jours quand Kanryu frappe à sa porte et s'excuse auprès d'elle. Il dit qu'Aoshi a verrouillé la porte mais il veut que Megumi l'ouvre de l'intérieur afin qu'ils puissent s'enfuir et vivre une nouvelle vie où ils pourront expier leurs péchés. Megumi dit à Kanryu de prendre ses mensonges et de se les mettre où je pense et il commence à la maudire en donnant des coups de pied à sa porte. Après cela, Kenshin passe à la pièce suivante où il est accueilli par une boule de démolition qui manque de l'écraser, lui et ses amis. Le haltérophile qui fait tournoyer la boule de démolition se présente comme Shikijo, le garde principal du groupe Oniwa Banshu, avant de la lancer à nouveau sur Kenshin. Cependant, Sano l'attrape et dit à Kenshin de trouver Megumi pendant qu'il s'occupe de cette tête de mule. Kenshin prend Yahiko et court, Shikijo n'essayant même pas de l'arrêter. Il dit à Sano qu'il prévoyait de laisser son patron affronter l'ennemi le plus fort, donc il se contentera de s'occuper du subalterne de l'ennemi. Sano lui crie qu'il est celui qui se contente d'un subalterne. Il nargue Shikijo, lui demandant de se battre comme un homme en n'utilisant que ses poings. Shikijo retire la chaîne de la boule juste au moment où Sano se précipite sur lui, mais il attache ses bras avec une extrémité de la chaîne alors que son bras est déjà attaché à l'autre extrémité. Shikijo déclare qu'ils se battront comme ça, frappe Sano au ventre et le malmène. Il pense que Sano est KO et lui dit qu'il est trop faible pour le défier. Cependant, Sano se relève et lui dit de se taire et d'être un homme. Il déchire la chaîne, lui demandant de se battre sans ruse, et Shikijo fait de même. Impressionnés par le cran de leur ennemi, ils essaient de se dominer mutuellement et Shikijo gagne en plaquant Sano contre le mur et en lui secouant le cerveau d'un coup de tête. Cependant, il est impressionné par sa force et lui propose de quitter Kenshin pour rejoindre les Oniwa Banshu. Il dit qu'il était autrefois un espion pour l'armée impérialiste mais a été capturé par Aoshi, qui ne l'a pas tué et lui a demandé de le servir à la place. Il a promis de le rendre invincible en utilisant la recette secrète du jus musculaire de son clan et Shikijo a accepté l'offre. Il ne cesse de louer son patron, disant que s'il avait combattu dans la guerre de la Révolution, il aurait été couronné le plus fort à la place de Kenshin. Sano répond que tous les ninjas Oniwa Banshu sont peut-être forts, mais qu'ils sont trop ivres de pouvoir. Il déclare que Kenshin est différent et qu'il inspire tous ceux qui se rassemblent autour de lui à trouver leur propre force. Shikijo le frappe et Sano bloque le coup, disant que Kenshin est plus fort qu'Aoshi parce qu'il n'utilise pas son épée pour ses combats. Cela met Shikijo en rage, qui lance une rafale de coups de tête sur Sano et lui martèle la tête jusqu'à le mettre en piteux état. Cependant, Sano lui dit de ne pas être trop confiant alors qu'il lui écrase les mains, puis l'envoie voler d'un coup de poing avant de le faire s'écraser au sol. Shikijo est KO et Sano lui dit d'affronter Kenshin s'il en a l'occasion, et alors il saura ce qu'est la vraie force. Il s'éloigne mais perd connaissance à cause des blessures au cerveau. Pendant ce temps, Kenshin et Aoshi se retrouvent enfin face à face et Kenshin lui demande l'emplacement de Megumi. Aoshi dit qu'il ne lui donnera la réponse que s'il peut le vaincre et Kenshin réalise que ce ne sera pas facile. Yahiko dit que l'épée d'Aoshi est trop courte et inutile, tout comme son autre épée, mais Aoshi lui dit simplement de rester à l'écart. Kenshin appuie son opinion et dit à Yahiko de retourner en arrière avant de lui dire que l'épée d'Aoshi est peut-être courte, mais c'est le meilleur choix pour la défense et les batailles prolongées.
Il affirme qu'il ne peut pas être trop offensif avec lui, mais c'est Aoshi qui attaque le premier. Kenshin bloque son épée mais se fait repousser d'un coup de pied, puis Aoshi lance une rafale de coups de poing pour l'envoyer voler. Kenshin est pris de court et réalise que la vraie force d'Aoshi n'est pas son maniement de l'épée mais ses arts martiaux ninja. Alors qu'il continue de se battre, Kenshin encaisse les coups et commence à perdre des PV rapidement. Aoshi dit qu'il déteste les impérialistes et qu'il tuera Kenshin parce qu'il est le plus fort d'entre eux. Kenshin lui demande la raison de son combat et s'il veut venger son shogun, mais Aoshi dit que le shogun était un lâche qui a abandonné ses soldats et signé un traité de paix. Il n'a aucune pitié pour cet homme. Au lieu de cela, il regrette que les Oniwa Banshu n'aient pas pu combattre dans la guerre de la Révolution. Il déclare que s'ils avaient combattu, le shogun aurait gagné. Les ninjas auraient brûlé la ville et tué les officiers impériaux dans le chaos qui s'ensuivrait, assurant l'échec de la Révolution. Aoshi dit que ne pas combattre blesse sa fierté, et maintenant il prouvera sa supériorité en battant le légendaire Battosai. Kenshin répond que dans la guerre, aucun camp ne pouvait être dit complètement juste ou faux, mais il croit qu'Aoshi aurait tort, quel que soit le camp pour lequel il se serait battu. Il juge son idée de brûler une ville pour gagner la guerre superficielle et dit qu'il n'a pas d'idéaux au-delà de sa froide compétitivité. Kenshin jure de l'arrêter en tant que révolutionnaire et guerrier. Il se déplace à la vitesse de l'éclair et attaque Aoshi, qui bloque ses attaques rapides puis le repousse d'un coup de poing. Kenshin est au sol et Yahiko lui crie de se relever. Kenshin lui dit simplement de ne pas s'inquiéter car il a déjà trouvé un moyen de passer la défense d'Aoshi. Aoshi lui dit de montrer ce qu'il a et ils s'affrontent à nouveau. Cette fois, Kenshin tient l'épée par la lame, ce qui déstabilise Aoshi, permettant à Kenshin de le frapper au cou. Il avait compris qu'Aoshi contrôlait la portée grâce à la longueur de leurs épées, mais si Kenshin raccourcit la sienne, il perd tout avantage. Aoshi est impressionné par son jugement et son audace de tenir l'épée par la base, même si ce n'était pas la partie la plus tranchante. Il pense que cette impitoyabilité est la vraie nature d'un assassin, et il décide de lui montrer la vraie essence d'un ninja. Il virevolte et charge Kenshin avec une attaque lente. Kenshin la bloque, mais Aoshi disparaît soudainement pour réapparaître derrière lui. Ses mouvements sont si rapides et imprévisibles que Kenshin ne voit que des illusions, et quand il tente d'attaquer, il ne frappe que des images rémanentes. À cet instant, Aoshi l'attaque d'en haut et Kenshin encaisse le coup sans pouvoir bloquer. Il tombe au sol tandis qu'Aoshi déclare que sa danse illusoire de l'épée est un mouvement invincible qui ne l'a jamais trahi. Yahiko est incrédule et Aoshi lui dit de rentrer. La bataille est finie. Le garçon refuse, sort son épée en bois, disant qu'il se battra pour Kenshin. Aoshi dit que tuer quelqu'un de son genre serait pareil, mais Kenshin intervient soudain, affirmant qu'il ne laissera pas Yahiko mourir et qu'il ne mourra pas ici non plus. Il se relève, son fourreau se brise et Aoshi comprend qu'il l'a utilisé à l'impact pour amortir le coup. Il reconnaît Kenshin comme le plus fort et déclare qu'il le tuera pour s'approprier ce titre. Il utilise de nouveau la danse de l'épée, certain de sa victoire, mais Kenshin bloque son attaque par pur instinct. Avant qu'il ne comprenne, Kenshin est derrière lui, mais Aoshi parvient à le désarmer. Il le frappe, mais Kenshin attrape son épée entre ses paumes, disant qu'il se fiche éperdument du titre de l'homme le plus fort, et si Aoshi le veut, il peut l'avoir 1000 fois. Kenshin affirme que protéger ses amis est bien plus important que tout le reste à présent. Il saisit fermement la lame et frappe Aoshi au cou avec la poignée. Le ninja crache du sang mais frappe Kenshin, désespéré de ne pas perdre. Yahiko accourt vers Kenshin qui dit aller bien et déclare le combat terminé, Aoshi ayant perdu connaissance à cause du coup au cou. Kenshin remercie Yahiko pour ses mots d'encouragement, mais Aoshi se réveille 10 secondes après avoir été assommé. Il demande à Kenshin de porter le coup de grâce, mais celui-ci refuse, affirmant qu'il ne tuera plus jamais personne. Kenshin dit alors qu'Aoshi a dû recevoir plein d'offres du gouvernement après la Révolution et lui demande pourquoi il ne les a pas acceptées. Il répond qu'il a eu toutes sortes de postes, mais seulement pour lui, et personne de sa troupe n'a eu le moindre contrat. Il ne voulait pas abandonner ses hommes et les trahir en acceptant un poste, alors il est resté à leur côté, travaillant en indépendant. 10 ans après la guerre, il a aidé la plupart de ses subordonnés à refaire leur vie et il ne lui en reste plus que 4. Il voulait vaincre Kenshin pour eux, pour s'approprier le titre du plus fort et donner à ses hommes une raison d'être fiers. C'est alors que Kanryu entre, déclarant qu'il est cela pour régler ça lui-même avec sa mitrailleuse Gatling venue d'Amérique. Aoshi, Yahiko et Kenshin sont choqués de voir ce que Kanryu déclare être l'arme ultime et les mitraille. Les coups de feu surprennent Megumi et réveillent Sano. Hanya le rejoint, disant qu'il n'a aucune intention de le combattre, ayant accepté sa défaite. Il est plus inquiet pour son maître et veut aller le voir. Il réveille Shiki et dans une autre pièce, Gobelin et Cardi décident aussi de passer à l'action après avoir entendu les coups de feu.
Pendant ce temps, Kenshin et Aoshi esquivent de la pluie de balles et demandent à Kanryu pourquoi il fait ça. Aoshi est touché et alors qu'il tombe à genoux, Kanryu fait une pause cigarette et lui dit qu'il se lance dans le trafic d'armes et que ce sera le produit qu'il vendra. Il rit, disant qu'il deviendra aussi riche que Tony Stark en vendant des armes, et Kenshin, furieux, lui demande combien de vies il devra ruiner avant que sa cupidité ne soit assouvie. Kanryu se moque, affirmant qu'un assassin ou un ninja ne fait pas le poids face au pouvoir de l'argent. Il fait un discours de 3 minutes sur pourquoi l'argent est la plus grande puissance du monde avant de se préparer à tirer de nouveau. Mais à ce moment-là, Sano, Shiki et Anya arrivent et Shiki court couvrir son chef blessé. Kenshin court dans la direction opposée et Kanryu ne sait pas qui viser. Il choisit d'en finir avec Aoshi d'abord, mais Shiki se jette devant les balles pour le protéger. Il est criblé de balles et tous sont horrifiés quand il tombe à genoux. Shiki dit à Aoshi qu'il est plutôt satisfait de la vie qu'il a menée et de la mort qu'il a choisie. Il est heureux d'utiliser ses muscles invincibles pour protéger son chef, mais perd alors le dernier de ses PV et meurt. Kanryu allait tirer de nouveau, mais Cardi arrive en courant et dit que s'il tire sur lui, l'huile dans ses entrailles prendra feu et le brûlera. Kanryu décide de lui tirer dans la tête à la place, mais alors que Cardi s'effondre, il laisse le reste à Goblin caché dans le baril sur son dos. Goblin sort du baril et tire sa balle perforante sur Kanryu, qui ouvre le feu, déviant la perceuse et abattant Goblin. Dans leur dernier souffle, Goblin et Cardi s'excusent auprès d'Aoshi, disant qu'ils furent les plus inutiles de ses subordonnés jusqu'au bout, le laissant anéanti. Anya demande à Kenshin combien de temps il lui faut pour prendre son épée et abattre Kanryu, et il répond qu'il lui faut 10 secondes. Anya dit qu'il ne peut pas lui promettre 10 secondes, mais qu'il distraira Kanryu aussi longtemps qu'il le pourra pour lui donner une chance. Il demande à Kenshin de sauver son maître, puis court vers Kanryu, se remémorant les moments heureux passés avec son maître et ses amis. Kanryu l'abat et Aoshi est complètement dévasté. Son sacrifice n'a pas été vain, Kenshin a ramassé son épée. Il est furieux car Kanryu dit que c'était une tactique astucieuse d'envoyer une sale gueule servir de bouclier humain, mais que tous ses stratagèmes sont inutiles face à la Gatling. Il tire sur Kenshin mais réalise qu'il est à court de balles et comprend qu'il est foutu. Kenshin s'approche et dit à Kanryu, paniqué, de demander son argent pour le sauver. Il le projette contre le mur et l'assomme, tenant sa promesse de ne pas tuer malgré sa rage. Après cela, Kenshin dit à ses amis de chercher Megumi et de laisser Aoshi seul pleurer les siens. En partant, Sano regarde Aoshi, assez fort pour blesser Kenshin, et se demande s'il lui reste la force de supporter la perte de tous ses hommes. Kenshin et ses amis trouvent vite la pièce où se trouve Megumi et défoncent la porte. Ils lui disent qu'ascendant qu'elle est en sécurité, mais elle s'excuse, disant qu'elle les a entraînés dans le danger par ses actions égoïstes. Elle sort sa dague et la pointe sur elle-même, disant qu'elle va mettre fin à ses jours car elle n'a aucune chance d'expier ses péchés. Elle tente de se poignarder, du sang jaillit, mais ce n'est pas le sien. Sano l'a arrêtée au dernier moment, la réprimandant de laisser les efforts de Kenshin et Yahiko être vains. Megumi pleure, disant qu'il est injuste qu'elle soit pardonnée. C'est alors qu'ils entendent le sifflet de la police et décident de s'échapper avant d'être pris. Sano essaie d'éloigner Megumi, mais elle résiste et va plutôt vers Kenshin. Elle le remercie pour tout et lui donne des médicaments pour arrêter l'hémorragie. Elle décide de se rendre à la police, sachant que la peine pour fabrication de drogue est la mort. Elle atteint le capitaine de police et Kanryu affirme que c'est elle qui a fabriqué toutes les drogues. Megumi est sur le point d'acquiescer quand Kenshin apparaît soudain derrière elle et lui ferme la bouche. Il dit qu'elle n'est qu'une doctoresse kidnappée par Kanryu qui l'a forcée à fabriquer la drogue. Kenshin fait témoigner ses amis en sa faveur et le capitaine de police leur confie Megumi pour l'instant, malgré les cris incessants de Kanryu pour l'arrêter. Après cela, Megumi demande à Kenshin qui diable il est, et il lui dit qu'il est Batosei le tueur. Il a tué trop de gens, et même s'il tente d'expier par sa mort, cela n'aidera personne, alors il vit pour utiliser son épée afin d'aider les autres et leur apporter le bonheur. Megumi est stupéfaite, puis Kenshin lui demande de devenir médecin et de sauver plus de gens qu'elle n'en a blessés, comme rédemption. Après cela, Kenshin interroge le capitaine sur Aoshi, mais il n'a vu personne de tel. Il dit qu'ils n'ont trouvé que 4 cadavres décapités, et Kenshin réalise qu'Aoshi s'est échappé par un passage secret. Il trouve la sortie du passage et y découvre Aoshi, tenant les têtes de ses 4 subordonnés. Tous sont horrifiés par la scène et Sano l'affronte, lui disant que ce n'est pas sa faute et que ses subordonnés sont morts pour qu'il vive. Ces mots n'ont aucun effet sur lui, alors Kenshin dit à Aoshi de revenir le combattre et de gagner le titre du plus fort en le vainquant. Il demande au ninja de graver ce titre sur les tombes de ses hommes et Aoshi accepte le défi en s'enfuyant. Là-dessus, Kenshin et ses amis rentrent chez eux où Kaoru l'attend avec impatience. Elle remarque Kenshin couvert de blessures, mais il dit que ses doigts sont aussi pleins de coupures car elle a travaillé dur pour leur préparer un bon repas.
Kaoru ne laisse pas Yahiko et Sano faire une petite sieste d'abord et les traîne pour manger. Megumi et Kenshin les rejoignent avec plaisir et malgré son bel aspect, la cuisine de Kaoru est toujours aussi mémorablement immangeable. Plus tard, Megumi s'en va, remerciant Kenshin et Kaoru de l'avoir aidé et même de l'avoir recommandé comme assistante médicale attitrée. Avant de partir, Megumi dit à Kenshin de venir la voir s'il se lasse de Kaoru, mais il est bête comme ses pieds et ne comprend pas ce qu'elle lui propose. Sano dit à Megumi de ne pas trop taquiner la pauvre cruche et elle lui demande de ne pas être si jaloux. Elle dit à Sano de devenir un vrai homme comme Kenshin, et alors peut-être qu'elle sortira avec lui, mais il refuse catégoriquement cette offre. Bientôt, Yahiko reprend son entraînement, se demandant s'il pourra un jour être aussi fort que Kenshin et devenir l'héritier du style d'épée de Kaoru. Il continue de s'échapper du dojo sans rien dire, et Kenshin est certain qu'il pratique ses techniques d'épée en secret. Kaoru et Sano ne sont pas d'accord, disant qu'ils se relâchent ou qu'ils traînent avec une fille. Alors que Kaoru et Sano se disputent pour savoir qui a raison, Yahiko arrive et leur dit qu'ils ont tous les deux tort. Kenshin lui demande où il est allé après avoir séché l'entraînement et il répond qu'il s'entraîne régulièrement, donc ça ne regardait personne de lui demander où il allait. Quelques jours plus tard, alors que Yahiko s'enfuit de nouveau du dojo, Kenshin et les autres le suivent pour découvrir où il va. Ils le suivent jusqu'à leur restaurant habituel et Kaoru dit d'un air suffisant qu'elle avait raison. Yahiko s'enfuyait pour manger et se détendre. Ils entrent, mais le garçon est introuvable. Puis ils apprennent de l'hôtesse que Yahiko travaillait à temps partiel ici. Elle dit qu'il a demandé du travail brusquement un jour et lui a demandé de ne rien dire. Yahiko se demande pourquoi il ferait ça et Sano pense que c'est à cause de la jolie aide Tsubame, mais l'hôtesse dit que ce n'est pas possible, elle a commencé après Yahiko. La maladroite trébuche en portant des sacs de riz et Yahiko les ramasse pour elle après l'avoir grondée d'être une pleurnicheuse, disant que ce poids supplémentaire l'aidera à entraîner le bas de son corps. Kenshin et ses amis s'installent pour manger, se demandant quelle est la vraie motivation du garçon. C'est alors que Tsubame vient prendre les commandes de clients, mais est terrifiée par la bande de brutes qu'elle voit. Le chef dit qu'il n'y a pas de meilleure façon de saluer son maître et lui demande de le suivre. Pendant ce temps, Yahiko faisait une pause quand il la voit emmener. La jeune fille servait d'espionne malgré elle pour la bande de voleurs, et leur chef, Mikio, lui demande de lui remettre les moules en argile des clés du restaurant. Elle lui demande de ne pas recourir au vol car il fut autrefois un vassal du shogun. Mikio est furieux et la gifle, disant qu'elle n'a pas à lui donner d'ordre alors qu'elle n'est qu'une humble servante de sa famille. Il dit qu'il ne la forcera pas à travailler pour lui, mais il a besoin d'argent et tuera les gens du restaurant pour le prendre. La jeune fille est terrifiée et s'apprête à lui remettre les moules quand Yahiko l'arrête, lui demandant si elle est idiote de croire ce type. Il bondit en avant, disant qu'il ne laissera pas Mikio s'en tirer avec ce qu'il prépare, et Kenshin arrive aussi à ce moment-là. Les hommes de Mikio attaquent Yahiko, mais il les maîtrise avec son épée entraînée. Il est certain de pouvoir les vaincre avec son escrime, mais Mikio lui jette un bâton au pied pour le faire trébucher. Les hommes encerclent Yahiko et commencent à le rouer de coups, mais Kenshin continue simplement de regarder. Kaoru le réprimande, lui demandant pourquoi il n'aide pas Yahiko en difficulté, mais Kenshin l'empêche d'interférer dans la bataille de Yahiko. Il dit que le garçon ne deviendra jamais plus fort s'il est toujours protégé, et il exhorte Kaoru à le laisser aller jusqu'au bout. Yahiko se fait tabasser et la fille ne peut le supporter, alors elle donne les moules des clés à Mikio qui ordonne à ses hommes de se retirer. Tsubame pleure en s'excusant de l'avoir entraîné là-dedans, mais Yahiko dit qu'elle ne l'a entraîné à rien, il a décidé de s'en mêler de lui-même. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il empêchera les voyous de piller le magasin à tout prix. Il s'éloigne, déterminé à ne pas accepter l'aide de Kenshin et des autres, car c'est sa bataille. Le lendemain, Yahiko crée un outil d'entraînement pour simuler le combat contre plusieurs ennemis à la fois, mais Kaoru dit que ça ne l'aidera pas du tout. Yahiko est irrité et court vers Kenshin, lui demandant de lui enseigner une technique pour combattre plusieurs gars à la fois. Kenshin lui révèle une vieille astuce, faire semblant de fuir les ennemis, puis les vaincre un par un, alors qu'il tente de le rattraper. Yahiko est content d'entendre ça, mais Kenshin dit que cela demandera une force de jambes et une endurance énorme pour y arriver. Kaoru arrive aussi et lui dit que lorsqu'il manie son épée pour quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de perdre en aucun cas. La nuit suivante, Mikio et ses hommes s'apprêtent à piller le restaurant quand Yahiko apparaît de nulle part et s'enfuit avec leur double des clés. Ils le poursuivent et le coincent dans une ruelle étroite. Ils pensent qu'il sera facile à vaincre, mais Yahiko les a attirés ici exprès pour transformer la bataille en un 1 contre 1. Deux assaillants ne peuvent pas traverser la rue en même temps et Yahiko les met à terre facilement et quand ils viennent un par un, ils ne sont pas un problème pour lui. Mikio comprend son plan et dit à ses hommes d'épuiser le garçon. Mais soudain, Kenshin et Sano arrivent sur les lieux et effraient les laquais d'un simple regard. Ils se cachent avant que Yahiko ne les voie, et maintenant le garçon peut affronter le chef des voleurs en paix. Mikio sort une vraie épée et charge Yahiko, qui voit ses attaques et y réagit correctement. Il repousse le type et le maintient sous pression. Pendant ce temps, Tsubame rôdait aussi, espérant sauver Yahiko de Mikio,
mais Kaoru la trouve et lui dit qu'elle ne peut pas arrêter cet homme. Elle lui demande de faire confiance à Yahiko et d'avoir plus foi en elle pour refuser de faire quoi que ce soit de sale pour Mikio, même si sa famille a servi la sienne pendant des générations. Mikio s'impatiente et vise les pieds de Yahiko qui ne parvient à lever qu'une seule jambe. Cependant, avec Tsubame qui l'encourage, il réalise qu'il ne peut pas perdre sinon elle souffrira, et il marche sur l'épée de Mikio pour l'arrêter puis l'assomme. Après cela, Yahiko interpelle Kaoru et les autres, leur demandant pourquoi ils le suivaient. La réponse est évidente, et alors que tout le monde se rassemble, Tsubame rougit en remerciant Yahiko de l'avoir sauvée, et promet d'être une fille forte désormais. Kaoru la raccompagne chez elle, puis Sano dit qu'il est temps pour Yahiko d'expliquer pourquoi il travaille à temps partiel. Yahiko dit qu'il veut acheter une épée émoussée comme celle de Kenshin pour pouvoir gagner des combats sans blesser personne quand il sera assez fort. Il travaille juste pour économiser de l'argent pour ça, et Sano se met à rire de son idée enfantine. Yahiko est frustré par Sano et dit que c'est pour ça qu'il a gardé le secret, mais Kenshin lui dit calmement que son épée Sakabato, comme la sienne, coûte cher. Bientôt, Kaoru s'apprête à aller s'entraîner dans un dojo voisin et demande à Kenshin de l'accompagner, car le maître veut le rencontrer. Kenshin dit qu'il passera son tour, mais menacé par la tâche écrasante des courses, il accepte de l'accompagner. Ils vont au dojo Mekawa, où tous les hommes arrêtent leur entraînement dès qu'ils voient Kaoru entrer dans la salle. Leur professeur leur dit d'arrêter de faire les groupies et de reprendre l'entraînement en s'avançant pour accueillir Kenshin et Kaoru. L'atmosphère se tend quand les élèves disent que non, tout ce que maître Maekawa voulait autrefois tester ses compétences contre Kenshin, mais Kenshin n'a aucune intention de s'entraîner avec lui et décide de se reposer dans un coin. Kaoru n'avait jamais entendu parler des vraies intentions de Maekawa et il s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt. Il l'assure qu'il ne veut plus combattre Kenshin car il peut facilement voir à quel point il est fort. Bientôt, Kaoru commence à s'entraîner avec les élèves et Maekawa s'assied à côté de Kenshin, lui disant que la plupart des élèves ne sont là que pour voir Kaoru. Il se sent pitoyable d'avoir la fille de son ami décédé attirer la foule à son dojo et il parle de la façon dont l'escrime est en voie d'extinction à cause de la modernisation. Il remarque qu'il y aurait des guerriers forts défiant les dojos jour après jour quand soudain, les portes s'ouvrent en grand et un homme géant entre. Les élèves essaient de l'empêcher de porter des chaussures dans le dojo, mais il les écarte comme des mouches et va défier Maekawa en duel. L'homme enlève son chapeau et se présente comme Raiju, un homme préoccupé par l'avenir de l'escrime. Maekawa voit que l'homme est bien un adversaire de taille et accepte de le combattre en 3 manches gagnantes. C'est alors que Yuta, l'élève de Raiju, arrive en courant avec ses épées et demande à son maître quel genre d'épée il utilise pour ce défi. Raiju dit que le maître ici veut utiliser des épées en bambou et Yuta rit, le traitant de mauviette. Yahiko le frappe en lui disant de se taire et il se lance dans une dispute animée. Raiju dit à Yuta de se taire, puis emprunte une épée en bambou du dojo, affirmant qu'il n'utilise que de vraies épées. Le duel commence avec Kaoru comme arbitre. Maekawa montre son esprit combatif, mais Raiju est bien plus rapide et lui écrase l'épaule avant de porter un coup fatal à la tête. Tout le monde s'inquiète pour le maître et Kaoru veut appeler le médecin, mais Maekawa se relève, disant que le duel n'est pas encore terminé. Il attaque Raiju, mais est assommé. Raiju l'attrape et vise à lui transpercer la gorge avec le bambou brisé, même si Kaoru lui dit que le combat est terminé. Kenshin l'empêche de prendre la vie du vieil homme, mais Raiju dit que celui qui perd un combat à l'épée n'a pas le droit de vivre. Il déclare que le vieil homme était un fou et un lâche de se battre avec une épée en bambou. Pour commencer, Raiju défie ensuite Kenshin avec de vraies épées car il a entendu parler de sa force, mais Kenshin refuse d'utiliser son épée comme démonstration de puissance. Raiju change de tactique et dit à Yuta de prendre l'enseigne de ce dojo et de la brûler car le maître a déjà perdu. Aucun des élèves ne se lève pour le défier, alors Kaoru relève son défi pour sauver le nom du dojo. Kenshin n'a plus le choix et accepte le défi de Raiju pour sauver Kao, mais refuse toujours les vrais lames. Raiju, lui, est d'accord pour l'épée en bois et le premier à marquer un point l'emporte. Kao prévient Kenshin de la vitesse de son adversaire, mais il la rassure. Le duel commence, Raiju attaque en premier, forçant Kenshin à esquiver, mais c'est un plan, il veut un match nul pour que Raiju reparte bredouille. Raiju comprend son stratagème et lance son attaque secrète si rapide que son épée disparaît un instant. Kenshin esquive juste à temps, son sabre se brise en deux et même le sol est tranché par le coup de Raiju. Satisfait, il quitte le dojo après avoir appris le nom de Kenshin. Yuto nargue Yahiko, disant que son maître est plus fort. Yahiko rétorque que Kenshin n'a même pas montré la moitié de sa force. Ils se disputent encore, prêts à régler leur compte un jour. Après, Kenshin et les autres examinent la coupure au sol. Ils réalisent que c'est plus tranchant qu'une vraie lame et se demandent qui est vraiment Raiju. Le lendemain, Kenshin raconte l'incident à Sano, tentant de percer le mystère Raiju. Soudain, une calèche s'arrête devant le portail. Un majordome remet à Kenshin une invitation de Raiju, le priant de le rencontrer.
Ils prennent la calèche et arrivent tous chez le milliardaire qui n'est autre que le père de Yuta. Il conduit Kenshin chez Raiju, laissant son fils gérer les invités. Kenshin rencontre Raiju sur un pont, mais ses amis, eux, ont ligoté Yuta à un arbre, histoire de s'amuser. Rei discute avec Kenshin de l'escrime sans âme de cette époque. Il déclare vouloir éradiquer tous les styles faibles du Japon, puis guider les épéistes avec sa propre technique pour les ramener à la gloire. Il demande à Kenshin de le rejoindre, le considérant comme un vrai maître. Mais Kenshin a compris que Raiju manie aussi un style ancien et que tous ces styles ne visent que la mort. Il refuse d'être ami avec un homme qui promeut la violence gratuite. Il préfère la fin de l'escrime, si triste soit-elle, à un monde cruel. Raiju tire son sabre, déclarant à Kenshin que s'il n'est pas son ami, il est son ennemi dès cet instant. Il attaque Kenshin avec son coup signature, Izuna, et détruit le pont. Kenshin esquive ses attaques et est acculé. Raiju tranche un arbre d'un seul coup rapide. Il déclare avoir appris cette attaque secrète en lisant de vieux textes, devenant ainsi invincible. Raiju coupe même un rocher en deux. Mais Kenshin contre-attaque en dégainant son sabre qui brise la lame de Raiju. Il exhibe son sac à bateau, preuve qu'il ne manie plus d'épée qui tue. Raiju décide de battre en retraite pour l'instant, mais considère toujours Kenshin comme un ennemi. Kao et les autres sont soulagés et veulent rentrer au dojo, mais oublie presque de libérer Yuta. Furieux, il se fait chambrer par Yahiko. S'il a du cran, qu'il arrête de suivre le grand et vienne le défier au dojo, mais avec un sabre en bambou. Yuta vient défier Yahiko à l'aube, arguant qu'il n'avait pas précisé l'heure. Ils prennent position, mais tout le monde remarque que Yuta ne sait même pas tenir un sabre, personne ne lui ayant jamais appris. Ah, la classe! Il est gêné. Kenshin lui demande pourquoi Raiju ne l'enseigne pas. Il répond que le maître est trop occupé à écraser d'autres styles pour l'avenir de l'escrime et il ne veut pas le déranger. Kao a pitié du garçon et décide de lui apprendre les bases puisqu'il est là. Yahiko, lui, en est vert de jalousie. Plus tard, Kenshin prépare des boulettes de riz pour tous et discute avec Yuta. Le jeune révèle vouloir devenir plus fort pour faire honte à son père. Il prétend que son père a abandonné la voie du samouraï pour vendre des sabres aux étrangers et il veut devenir un vrai samouraï pour lui prouver sa lâcheté. Kenshin réalise que Yuta est aussi fier que Yahiko, mais que sa fierté le mène dans une autre direction. Kaoho a tout entendu et dit à Yuta que quel que soit son objectif, elle voit qu'il veut vraiment apprendre l'escrime. Elle lui propose de l'enseigner. Malgré les protestations de Yahiko, Yuta accepte. Il va ensuite demander à Raiju la permission de prendre un autre professeur. Raiju l'autorise mais lui demande de recueillir des informations sur Kenshin. Yuta est choqué d'apprendre que Kenshin ne fait que les tâches ménagères. Cependant, sa rivalité avec Yahiko s'intensifie avec le temps et il révèle vite un potentiel pour l'escrime bien plus grand que prévu. Bientôt, Kao emmène tout le monde au restaurant, mais Yahiko, qui travaille, se bat aussi avec Yuta. Une fois calmé, Kao demande à Yuta de devenir son élève permanent. Il refuse poliment, disant que même si s'entraîner avec elle est amusant, il ne veut devenir plus fort qu'avec Ryu. Il les conduit à l'endroit où il a rencontré Ryu. Un jour, leur calèche fut attaquée. Son père s'inclina devant les bandits, offrant de payer tout ce qu'ils voulaient pour leur vie. Mais Yuta refusa de suivre ces actes lâches. Les bandits s'apprêtaient à le malmener quand Raiju surgit de nulle part. D'un seul coup, il fit fuir les brigands. Yuta fut impressionné par sa force et décida à cet instant précis de devenir son disciple. Il croit toujours en sa force et demande à Kenshin de combattre son maître loyalement le moment venu. Cependant, il est stupéfait de voir que son maître triche en attaquant Kenshin sans avertissement. Tout le monde esquive son attaque. Yuta pense que Raiju plaisante, mais il est sérieux. Voulant vaincre Kenshin par tous les moyens, il lance une rafale de coups, mais rien ne touche. Même quand il tente de soulever de la poussière pour aveugler Kenshin, c'est inutile. Kenshin utilise son coup de grâce et frappe la tête de Rei. Malgré les dégâts, il refuse d'abandonner. Il décide d'utiliser son attaque ultime, la faux du vent, et lance de puissantes rafales vers Kenshin, qui doit se défendre pour protéger ceux derrière lui. L'attaque continue et blesse Yuta. Mais Raiju s'en moque, disant que ce lâche n'était même pas son élève. Il le gardait juste parce que son père est riche et peut financer son projet de restaurer l'escrime. Il se fiche de le perdre maintenant. Yuta est dévasté. Raiju dit que sa priorité est de vaincre Kenshin. Il se remet en position, mais Kenshin le fixe d'un regard glacial, lui disant de l'attendre ici. Il reviendra régler ses comptes après avoir emmené Yuta à l'hôpital. Il l'emmène chez Megumi et le vieil homme. Ils disent donc que la vie du garçon n'est pas en danger, mais sa main est si gravement blessée qu'il ne pourra plus jamais manier un sabre.
Yahiko est enragé d'avoir perdu son seul rival et demande au docteur de le soigner, mais Megumi s'excuse, disant que c'est impossible. Juste à ce moment, ils entendent quelque chose tomber dans la pièce et se précipitent. Yuta est tombé de son lit, réalisant que son bras droit ne bouge plus du tout. Il est anéanti par la trahison de Raiju, mais le docteur annonce alors que Kenshin est parti le combattre. Yahiko dit à Yuta de venir avec lui pour voir Kenshin régler ses comptes, ça l'aidera à se relever. Il s'échappe pour voir le combat malgré l'avertissement du docteur et Kao les suit. Pendant ce temps, Sano manque de défier Raiju, mais Kenshin arrive. Raiju déclare qu'il le vaincra cette fois et l'attaque avec sa faux du vent. Mais Kenshin a déjà percé son secret. Il esquive ses attaques, expliquant que la vitesse du sabre crée une lame de vide en déplaçant l'air vers l'ennemi. Une fois comprise, la technique devient inutile. Frustré de ne pas le toucher, Raiju lance une rafale de faux du vent. Kenshin les esquive toutes, mais la dernière le touche. Raiju exulte, déclarant son style invincible. Kenshin rétorque qu'il n'est qu'un épéiste de 3e zone s'il se réjouit d'infliger une si petite blessure à son ennemi. Kenshin réalise que malgré ses discours sur la violence et les batailles, Raiju n'est qu'un imposteur qui n'a jamais tué personne. Furieux d'être si bien analysé, il lance une nouvelle rafale d'attaque sur Kenshin qui ne peut qu'esquiver car il est impossible de bloquer la faux du vent. Raiju le repousse en utilisant simultanément ses attaques à courte et longue portée puis parvient à blesser sa jambe. Il pense sa victoire assurée, Kenshin blessé à la jambe, incapable de riposter à cause de la différence de portée. Il attaque Kenshin à nouveau qui ne l'esquive même pas. Au lieu de cela, il contre-attaque avec sa propre technique à longue portée. Il lâche le sabre à grande vitesse vers Raiju, le frappant à la tête avec la garde, puis redouble d'efforts en rengainant le sabre en plein air pour le frapper encore. Kenshin saute et frappe la tête de Rai avec son fourreau, l'assommant. Yahiko et les autres arrivent juste pour voir la fin du combat et se précipitent aux côtés de Kenshin. Cependant, Raiju reprend conscience et l'attrape, menaçant de le tuer. Yahiko lui dit d'y aller s'il ose. Kenshin dit à Raiju que si son style peut blesser, il ne peut tuer car il n'en a pas l'âme. Il lui conseille d'abandonner son sabre avant de rencontrer quelqu'un qui n'hésitera pas et de perdre la vie. Rai perd la tête et lâche Yahiko, réalisant qu'il a été complètement anéanti. Kenshin et les autres rentrent chez eux. Yuta fait ses adieux à Raiju. Peu après, Yuta sombre dans la dépression et refuse de voir quiconque. Son père regrette d'avoir fait confiance à Raiju et dit qu'il va déménager en Allemagne car leur savoir médical est le plus avancé au monde et Yuta pourrait y guérir. Kenshin et ses amis leur rendent ma visite pour dire au revoir, tandis que les adultes ne savent que dire aux garçons, Yahiko se précipite soudain et l'attaque. Yuta bloque son coup. Yahiko lui demande s'il va rester morose toute sa vie. Il lui dit de devenir plus fort que Raiju, de secouer sa dépression ou de rester un perdant pour toujours. Ces mots touchent Yuta qui l'attaque et dit qu'il ne sera jamais un lâche qui abandonne l'escrime et qu'il le fera même avec un seul bras s'il le faut. Pendant qu'ils se battent, les adultes réalisent qu'ils n'ont plus à s'inquiéter pour les garçons. Bientôt, il est temps pour Yuta de partir. Yahiko et Kao lui disent de revenir vite au dojo. Tandis que Sano et Yahiko rentrent, Kao remarque Kenshin pensif. Il parle de Reiju et Makoa, tous deux inquiets pour l'avenir de l'escrime à leur manière. Mais en voyant des jeunes prometteurs comme Yahiko et Yuta, il réalise que tout n'est pas perdu. Un jour, Kenshin fait un rêve sur son dernier combat contre le capitaine du Shinsengumi. Il est réveillé par Yahiko et Kao qui ont fini leur entraînement au dojo Makoa. Il le gifle pour le réveiller et le traîne dehors. Kenshin leur raconte ensuite son rêve et comment l'unité d'élite Shinsengumi était ses plus grands rivaux en tant que guerriers impérialistes. Il affirme que les officiers du Shinsengumi et les 3 capitaines étaient particulièrement remarquables, mais après la fin de l'ère des samouraïs, ils se sont volatilisés. Kenshin dit que beaucoup étaient assez forts pour le tenir en échec et il se sent plus proche d'eux que des impérialistes devenus officiers aujourd'hui. Kao remarque qu'il est inhabituel pour Kenshin de parler autant de son passé d'un coup. Il réalise que quelque chose d'étrange se passe car il n'avait pas rêvé de son passé depuis des années. Pendant ce temps, Sano attendait Kenshin et les autres au dojo pour un repas gratuit quand un vendeur de médicaments est venu offrir des échantillons. Cependant, Sano remarque ses bras calleux et l'interroge. L'homme révèle qu'il est là pour tuer Batosai. Il tire son sabre et Sano décide de l'affronter à main nue. Il frappe l'homme de toutes ses forces, mais celui-ci dit que ses coups sont forts en cette ère de paix, mais qu'à l'époque de la guerre, il aurait été considéré comme un faible. Après ça, il dit que c'est son tour et attaque Sano. De l'autre côté, Kenshin et ses amis croisent Megumi en chemin qui veut passer le week-end avec eux. Elle remarque que Kenshin n'a pas l'air bien, mais il insiste que tout va bien. Ils arrivent de vite au dojo et trouvent un trou dans le mur.
Kenshin, inquiet, se précipite à l'intérieur et découvre Sano gravement blessé, une lame plantée dans l'épaule. Megumi se met au travail et sauve la vie de Sano après une longue et épuisante opération, tandis que Kenshin monte la garde au dojo. Basé sur la boîte rouge laissée par l'agresseur et les blessures de Sano, il est certain que l'attaquant est Seigo Hajime, le capitaine de la 3e escouade du Shinsengumi. Kenshin pense que les compétences de Seigo n'ont pas diminué et avec son sac à bateau et son vœu de ne plus tuer, il pourrait ne pas pouvoir l'arrêter. Pendant ce temps, Seigo rencontre le secrétaire du Sénat qui lui avait demandé d'assassiner Kenshin. Un autre assassin du secrétaire, Akamatsu, qui doit être une vraie balance à en juger par le nombre de cicatrices sur son corps, est là et il n'apprécie pas du tout Seido. Un jour, il va voir Seido pendant le dîner et se plaint qu'il lui a volé la tâche de tuer Kenshin. Seido répond qu'il n'a aucun problème à la lui rendre et demande à Akamatsu de prendre le crédit pour le meurtre, mais de lui laisser l'argent. Akamatsu est ravi de cet arrangement. Seigo envoie une lettre pour attirer Kenshin. Bientôt, Kenshin reçoit la lettre et part l'affronter, disant à Yahiko de bien fermer le dojo car il part pour une courte course. Kenshin se rend à l'endroit indiqué, espérant combattre Seido, mais est attaqué par Akamatsu à la place. Kenshin esquive sa chaîne, puis le désarme rapidement sans même transpirer. Il demande à Akamatsu les raisons de son attaque. Celui-ci implore le pardon, disant que Seido l'a forcé. Kenshin ne le croit pas mais laisse couler et s'éloigne seulement pour qu'Akamatsu montre son vrai visage et l'attaque à nouveau. Il ligote les mains de Kenshin avec ses chaînes cachées et le projette violemment à plusieurs reprises. D'un autre côté, Sato s'apprête à agir contre Kao et le dojo. Il arrive au dojo et se présente comme un officier de police, disant à Kao que le capitaine l'a envoyé pour donner à Kenshin des informations sur ceux qui en veulent à sa vie. Kao est inquiète et fait confiance à Sato, l'autorisant à attendre au dojo le retour de Kenshin. Elle en parle à Megumi qui pense que ceux qui ciblent Kenshin ont dû vaincre Sano. Cependant, elle assure à Kao que Kenshin ne perdra contre personne et qu'il devrait aller bien, même seul. Kenshin, lui, ne va pas bien du tout et a perdu connaissance après avoir été roué de coups encore et encore. Akamatsu se vante d'être un meilleur assassin que Jin ou Seido, disant que le politicien qui les a engagés aurait dû réaliser sa valeur dès le début. Kenshin faisait juste semblant d'être inconscient et il a tout entendu. Akamatsu recule, réalisant qu'il pourrait être en difficulté. Il tente de projeter Kenshin contre un rocher à nouveau, mais Kenshin utilise ses pieds pour amortir l'impact, puis tient son sabre dans sa bouche en se jetant sur Akamatsu, le vainquant. Alors que Kenshin retourne au dojo, Kao sort pour l'accueillir, inquiète de son état. Elle l'informe qu'un policier est venu les prévenir d'attaquants, mais dès que Kenshin entre, il reconnaît le profil de dos de Seido. Seido le salue, disant qu'il s'est beaucoup affaibli en 10 ans. Kenshin répond qu'il semble aussi s'être corrompu, car aussi rusé qu'il ait été, il n'a jamais eu recours à des méthodes sournoises comme envoyer des subalternes au combat et prendre des gens en otage. Kenshin refuse de reconnaître Seido comme un samouraï. Celui-ci se met à rire, disant que Kenshin est encore plus pathétique que lui s'il a eu du mal à combattre quelqu'un comme Akamatsu. Kenshin ne se soucie pas de ces mots car il n'a plus besoin du pouvoir d'un tueur. Il affirme être satisfait d'être un samouraï errant qui peut protéger ceux qu'il aime. Seigo répond qu'il n'a même pas la force de faire ça. Il dit à Kenshin qu'il aurait pu tuer ses chers amis à tout moment et qu'il a laissé des adversaires plus faibles comme Jin et Reiju blesser ceux qu'il aime. Seigo prend sa posture, affirmant que le tueur Battosai ne peut protéger les gens sans en tuer d'autres. Il affirme que tuer immédiatement ceux qu'il jugeait mauvais était le seul point commun entre le Shinsengumi et les épéistes impériaux. Il ne supporte pas de voir à quel point son vieil ennemi est tombé. En entendant que Kenshin est toujours catégorique sur le fait de ne tuer personne, Seigo change de posture et lui dit de l'attaquer pour qu'il puisse détruire tout ce qu'il chérit. Alors que Kenshin s'avance vers lui, Kao retient sa chemise. Il l'assure qu'il doit livrer cette bataille. Ce n'est pas ce qui l'inquiète car elle sent qu'après ce combat, Kenshin disparaîtra d'une manière ou d'une autre. Seido charge le premier. Kenshin saute pour esquiver sa rapide estocade, cependant Seido parvient à le poignarder alors qu'il tente de contre-attaquer puis balance le sabre pour élargir la blessure de Kenshin avant de le repousser d'un coup de pied. Seido reprend sa posture et charge Kenshin avec son estocade signature perfectionnée au fil des ans. Kenshin bloque son attaque mais est toujours submergé. Kao se précipite pour l'aider mais elle réalise que Kenshin a de nouveau l'air différent. Elle tente de le protéger de Seido, mais Kenshin la repousse car il compte finir son combat. Seigo réalise aussi que Kenshin a gagné toutes ses batailles en réveillant ses pouvoirs de ses jours de gloire, et plus il se bat, plus sa personnalité redevient celle du passé. Kenshin charge Seido, se déplaçant si vite qu'il semble disparaître. Kenshin est sur le point de lancer une attaque par le bas, mais Seido le remarque juste à temps et le repousse d'un coup de pied. Il est surpris par la vitesse anormale d'une attaque précédente et le souffle de Kenshin après,
Mais en voyant ses yeux, il comprend ce qui se passe. Parce qu'il combattait son plus grand rival, Kenshin est soudainement revenu en mode Batosai en un instant. Il n'y a qu'une seule façon de vérifier si c'est vrai. Seido fonce sur Kenshin de toute sa puissance, mais il esquive l'estocade et l'attaque balayante qui suit avec une vitesse incroyable avant de lancer un coup à la nuque de Saido qui le projette à travers le mur. Kenshin nargue Seido, disant qu'il semble avoir perdu la main. Seido déclare qu'il va maintenant se battre avec l'intention de le tuer. Kenshin répond que c'est sa réplique, et alors que les deux hommes s'affrontent, le cœur de Chaos se serre. Kenshin devient plus intense à chaque instant et submerge Seido encore plus. Il brise son sabre en deux et déclare que la prochaine chose à être coupée sera son cou. Kao réalise que Kenshin n'est plus lui-même, qu'il est redevenu le tueur Batosai, et elle supplie quelqu'un de l'arrêter. Elle pleure, disant qu'elle va perdre Kenshin si le combat continue, mais Sano arrive, soutenu par Megumi, et dit à Kao qu'ils ne peuvent pas arrêter ces deux-là, car seul quelqu'un qui a goûté à la violence de la guerre peut faire quelque chose maintenant. Même avec son sabre brisé, Seita se jette sur Kenshin, préférant sa fierté à sa vie. Kenshin lâche son arme et va le frapper à main nue, mais Seita renonce aussi à son sabre cassé et décide de régler ça à coups de poing. Kenshin est décontenancé par ses coups, puis Seido utilise son manteau pour l'étrangler, mais Kenshin frappe son fourreau avec une telle force qu'il se retourne et le percute à la gorge. Tous deux sont à bout de souffle et d'énergie, alors ils décident de tout jouer sur le prochain coup. Kaoru, en larmes, court vers Kenshin pour l'arrêter, mais juste avant qu'elle ne l'atteigne, il fonce pour vaincre son ennemi juré. Avant qu'ils ne se heurtent, une voix sévère leur ordonne de s'arrêter et Kenshin et Seido tressaillent à tous deux. Ils se retournent et voient un général qui dit à Seido que sa mission n'était pas de tuer Kenshin mais seulement d'évaluer ses capacités. Seido répond qu'il ne laissera même pas le général s'immiscer dans son combat, mais un autre homme sort alors d'une calèche, choquant les deux samouraïs par son apparition. L'homme dit à Seido qu'il ne veut pas que sa vie ou celle de Kenshin se termine ici en vain, et Kenshin reconnaît qu'il est le cerveau derrière tout ça. Il appelle l'homme barbu un ancien guerrier révolutionnaire et l'actuel ministre de l'Intérieur, Okubo Toshimichi. Nariko demande pourquoi tout le monde est si surpris, comme si cet homme était une grosse pointure, et Sano lui dit qu'Okubo contrôle le gouvernement japonais à lui seul et est la personne la plus puissante du moment. Seido ramasse son manteau et dit qu'ils ne peuvent plus se battre en paix, alors il s'en va, et Kenshin répond que c'est un jour de chance qu'Okubo lui ait sauvé la vie. Alors qu'il s'éloigne, le général crie sur Seido et celui-ci lui donne le rapport de sa mission sur le champ, affirmant que Kenshin était inutile, mais que Batosai est toujours en pleine forme. Après cela, Okubo demande à Kenshin de lui parler en privé, et il refuse de parler tant qu'il n'aura pas mis ses amis dans la confidence. Il réalise alors qu'il est toujours en mode Batosei et se frappe pour retrouver son calme. Kaoru est soulagée qu'il soit de retour et se précipite pour l'étreindre, mais elle est un peu trop brusque et rouvre les blessures de Kenshin. Pendant que ses amis le soignent, Okubo et le général décident d'accepter ses conditions car ils ont besoin de son aide. Il dit à Kenshin et sa bande qu'il va aller droit au but et les informe que l'homme appelé Shishio commence à bouger à nouveau. Sano dit au ministre de ne pas nous laisser dans le flou et de donner un peu de contexte aux autres, et Kenshin explique que Makoto Shishio était censé être son successeur. Il a repris son rôle d'assassin après que Kenshin soit devenu un agent spécial, mais il n'a jamais quitté le monde des ombres et très peu de gens le connaissent. Kenshin demande à Okubo comment Shishio peut être en vie car on disait qu'il était mort à la guerre, et il apprend alors qu'il n'est pas mort mais a été assassiné par les impérialistes. Okubo dit que Shishio avait un grand talent, mais une personnalité tordue qui pourrait devenir un facteur de risque plus tard. Alors ils l'ont tué et ont même mis le feu à son corps, mais malgré cela, il s'est avéré être un sacré dur à cuire et a survécu. Maintenant, il a rassemblé de nombreux guerriers notoires sous ses ordres et menace de détruire le gouvernement. Okubo demande à Kenshin d'assassiner Shishio pour le bien du Japon, mais ses amis sont déterminés à ne pas le laisser redevenir un meurtrier. Okubo dit à Kenshin qu'il a une semaine pour donner sa réponse et s'en va. D'autre part, Akamatsu dit à son patron que le ministre de l'Intérieur en personne est venu arrêter le combat entre Kenshin et Seido et qu'il devrait s'échapper avant d'être démasqué. Cependant, Seido arrive et tue Akamatsu immédiatement, disant au patron qu'il est le prochain. Il déclare qu'il travaille comme espion pour le gouvernement et extermine les corrompus, comme lui qui saigne le pays à blanc. Car même si les temps ont changé, le Shinsengumi frappera le mal partout où il le verra. Il tue le patron et se demande ensuite quelle décision Kenshin prendra pour l'avenir. Bientôt, une semaine passe et Kenshin a vécu insouciamment au dojo. Le jour de la décision est là et ses amis lui demandent ce qu'il compte faire. Sano ne fait pas confiance à Okubo, mais Kenshin oui, et il dit que s'il était devenu corrompu, Sano l'aurait tué il y a longtemps, car malgré leurs différences, il reconnaît que Sano croit toujours en sa propre forme de justice. Kenshin part alors seul rencontrer Okubo, disant qu'il ne veut plus impliquer ses amis. Kaoru est inquiète, mais ses amis l'assurent que Kenshin ne la laissera pas seule. Pendant ce temps, Okubo se dirige aussi vers le dojo, se demandant comment il pourrait convaincre Kenshin de l'aider à vaincre Shishio.
Cependant, un assassin envoyé par Shishio le tue, lui disant avant de mourir que même Kenshin ne pourra rien contre eux. Les coïncidences s'enchaînent de façon inattendue, comme un puzzle dont les pièces ne devraient pas s'assembler. Un groupe de samouraïs mécontents qui comptaient tuer Okubo arrête sa calèche pour découvrir qu'il est déjà mort. Il ne voit personne qui aurait pu faire cela et décide tente de s'attribuer le mérite de son meurtre. Kenshin est horrifié en découvrant qu'Okubo a été assassiné et le sbire de Shishio lui dit de ne pas s'opposer à son maître s'il veut vivre. Kenshin se retourne pour l'affronter, mais l'assassin a déjà disparu. Après cela, il se rend au bureau du général avec Seido et rencontre un ministre, la dernière personne à avoir vu Okubo vivant. Il parle de la façon dont Okubo planifiait ce matin la refonte du Japon pour en faire une véritable démocratie, et seul un grand homme comme lui aurait pu mener cela à bien. Plus tard, Seido dit à Kenshin qu'après que le Japon a perdu son plus grand leader, il ne reste que de la racaille sans valeur, incapable de prendre les rênes du pays, alors il lui demande de prendre sa décision rapidement. Kenshin retourne au dojo la nuit et dit à Kaoru que Shishio a assassiné Okubo et qu'il ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Il déclare qu'il partira s'occuper de lui et Kaoru est dévastée. Elle lui demande s'il va tuer Shishio, mais Kenshin n'en est pas certain pour l'instant. Cependant, il est sûr que peu importe combien de temps il vivra une vie paisible, il restera un meurtrier dans l'âme et plus il reste ici, plus il met ses amis en danger. Kenshin dit qu'il était vraiment heureux quand Kaoru l'a accepté malgré son passé. Elle est trop bouleversée pour parler, puis Kenshin la serre dans ses bras, la remercie pour tout et lui fait ses adieux. Kaoru se met à pleurer quand Kenshin part et elle tombe à genoux en criant son nom, mais Kenshin ne se retourne pas car il sait qu'il doit maintenant mener de plus grandes batailles.